Salut à tous et bienvenue dans l'Actu Pop, l'émission qui fait le tour de toute la planète pop culture. On va parler comics, on va parler ciné, on va parler séries, on va parler de plein de trucs et on va vous faire un petit retour sur La Planète des Singes, le nouveau royaume de Westball qu'on a eu la chance d'aller voir. Et on va aussi faire le tour des sorties ciné de cette semaine du 14 mai 2024, la semaine de mon anniversaire. Voilà, je le Comment il dis. se la Je pète. me la paie. Non, je force un peu. Pour ce faire, je suis avec mon équipe sémillante et magique, à commencer par Faye. Salut Faye, est-ce que ça va, Salut. Oui, Faye? ça va, ça va. Bah, j'écrivais avant de venir, tu vois. Donc, Trop ça bien, va, ouais. trop bien. On est avec un petit nouveau qui vient avec nous pour parler de La Planète des Singes. C'est XP de l'émission On a supprimé les rushs. Salut XP, ça va XP? Salut, ça va. Et avec Spade, avec qui on a parlé dans Comics Discovery de Immortal Iron Fist à 2. On a fini première émission à 2 et Ah, mais c'est beau. j'avais un peu peur et ça s'est super bien passé. Mais oui, tu vois, tu as Donc toujours voilà. peur. J'ai l'habitude des émissions à deux, donc. Voilà, ça doit être pour ça. Mais voilà, on tu es a tombé, beaucoup digressé, mais tu es tombé c'était sous cool. le charme de Spades et c'était. On Ouais, s'est sorti des c'est chandelles peut-être et c'est tout. C'était peut-être bien. ça. Il va beaucoup moins m'apprécier après cette émission-là. Pourquoi C'est tu l'as possible, embêté c'est possible. Avant toute chose, on a une grosse pensée pour Sophie qui devait être là mais qui est malade. Donc on pense très fort à elle. Et on va vous demander, si ce n'est pas trop vous embêter, d'aller faire un tour sur le site de Sueur Froide pour y trouver l'interview qui lui a été consacrée par le patron André. de Sueur Froide. Ouais. Vas-y, Faye, si tu veux un peu plus. Bah oui, c'est le rédac de Sueur Froide, c'est André qui a fait un petit article où il a interviewé Sophie pour la sortie de sa nouvelle dans le recueil Ruines dont elle nous avait parlé. Et voilà, donc elle en profite pour parler un peu de son travail d'écriture et c'est super intéressant. On partagera le lien dans la description de l'épisode. Ouais, Sinon, ouais, il ouais. est sur notre Discord dans le salon des livres de minuit, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ouais. Et allez voir tout ce que fait Sophie parce que c'est quelqu'un de très, très talentueux. Dans les trucs talentueux, avec Sophie encore, il y a un épisode de We Have to Go Back qui est sorti cette semaine. Oui. J'ai mis mon t-shirt exprès pour. Mais pour parler. arrête, tu vas spoiler les gens. Non, là on parle de l'épisode 7 de la saison 1 de Lost qui s'appelle The Moss. Voilà. Et je suis fière de cet épisode parce que c'est longtemps que j'avais pas fait de montage. Donc oui, c'est Faye qui a fait le montage de l'épisode. Il y a des choses encore à retravailler, hein, mais. Et salut Sophie, et ben voilà, Sophie, on parle 3 fois d'elle et elle arrive dans le chat. J'espère que ça va mieux, Sophie. Donc on a parlé de l'épisode sur Charlie. C'était cool, donc allez l'écouter si vous aimez bien. Lost. Et puis, si vous n'avez pas vu encore, pas découvert cette émission, sachez qu'on fait un petit recap de la série Lost. On revient en fait, épisode par épisode. On fait un rewatch, donc comme tu as dit, de Lost avec de l'analyse. Et c'est ouvert à la fois à ceux qui connaissent la série et aussi à ceux qui la découvrent. Donc vous pouvez la découvrir avec nous. On vous donne des clés justement de compréhension. On essaye de vous parler un peu des références. On vous parle de la réalisation. Voilà, on essaye de faire redécouvrir et faire découvrir aussi la série. Donc voilà, allez découvrir tout ça ce sera l'occasion de me remettre à Lost. Bah voilà, trop bien. Et après, tu pourras découvrir avec nous en live, parce que c'est des émissions qu'on fait en live. Et c'est trop cool de pouvoir échanger avec les gens. Il y a des gens qui n'ont pas vu la série et des gens qui ont vu toute la série. D'ailleurs, cool, le prochain live, il faudra que je revérifie avec l'équipe si c'est bon, mais logiquement, je pense que début juin, ça devrait être bon. Et c'est sur quel épisode? Ça sera un épisode sur Jack. Et en plus, c'est moi qui présenterai. Alors. Trop bien. Enfin, non, pas trop bien parce que je déteste Jack. Mais j'aurais besoin de Jack. Ah, mais non. Mon Dieu, quel enfer. Quel enfer, Jack. Mais tu vois, elle a compris, Sophie. Elle Salut veut Jack. là-devant. Elle a raison. Landvel, excusez-moi. Bonsoir. J'avais une minute de Lost. Faut que je me décide à commencer. Ah bah voilà. Et en plus, on est à la saison 1, donc t'as pas tant d'épisodes que ça à rattraper. Donc n'hésite surtout pas. Sur ce, je pense que les news à proprement dit, c'est finito. Ouais, on avait rien d'autre à annoncer. Donc on va enchaîner avec la news comics parce qu'il n'y a qu'une seule news comics. C'est une news autour de Craig Thompson. Craig Thompson que vous connaissez peut-être puisqu'on a déjà parlé de cet artiste aux multiples talents dans Comics Discovery parce qu'on avait consacré un épisode à Blankets qui est un
comics qui est super intéressant. Vraiment, l'épisode de Comics Discovery dessus est super bien. Et il ressort à la fin du mois dans un autre format plus petit, parce que là, c'est normalement, c'est un gros format qui est peut-être un peu cher, je ne sais plus à combien il est. Mais là, c'est un plus petit format qui sera à 12 €. Donc, c'est l'occasion jamais de redécouvrir cette BD qui est vraiment très très cool, qui parle de l'enfance donc de Craig. C'est un truc autobiographique. L'enfance de Craig Thompson, qui a grandi dans une famille très très. Ils sont catholiques ou ils sont protestants? Ils sont chrétiens en tout cas. Chrétiens, c'est sûr, mais ouais, je crois que c'est plus protestant que catho. Ouais, et donc il va avoir. En fait, il nous raconte sa première histoire d'amour qu'il va rencontrer dans un camp chrétien aussi. Et la culpabilisation de son entourage pour son goût à dessiner. Ouais. Ça a énormément d'importance dans le récit. Et c'est un super beau récit, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement, c'est très 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 bien Blankets. Moi, je vous le conseille très fort. C'est quelqu'un qui a fait. Moi, j'ai lu que Blankets de lui, mais apparemment, il a fait plein d'autres trucs. Et Habibi, qui est extraordinaire, en fait, qui a un récit sur l'esclavage et le droit à la dignité. En gros, c'est une femme qui a été vendue à l'âge de 8 ou 9 ans à un mari qui va la violer dès cet âge-là. Un jour, des criminels vont s'introduire chez elle, tuer son mari. Elle va être capturée en esclavage et réussir à se sauver avec un enfant. Et ça raconte en fait toute sa vie avec cet enfant dans un bateau échoué au milieu du désert où tu bases la dignité pour la survie, et est-ce que l'amour même filial n'est pas en fait un moyen de s'échapper à ça? C'est vraiment un récit qui est très très fort, qui est très très onirique, parce que tout ça est mélangé donc à des récits on va dire arabes. En fait, ça mélange beaucoup de récits dans le style des Mille et une nuits. C'est très très intéressant, c'est très très cool. Il a fait un petit jeunesse qui s'appelle Space Bullets, que Julien de BD Discovery a lu, et à ce qui paraît, c'est pas mal aussi si vous avez l'occasion. Et là, petite annonce, en septembre, si je dis pas de bêtises, va sortir un nouveau récit de Craig Thompson, un autre récit autobiographique qui s'appelle Racine. Pour être sincère avec vous, je sais pas si on le traite. On le traitera obligatoirement dans le James F.A. Universe. Ce sera soit on fera une petite incartade et on le traitera dans BD Discovery, même si c'est du comics. Soit on le fera directement dans Comics Discovery, mais on vous en parlera forcément parce que moi, c'est un auteur que je trouve très très cool, et en plus mon kink pour les BD autobiographiques. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, tu me fais rire, c'est tout. Non, mais ta gueule. Oui, bon, j'ai l'habitude maintenant. Non, mais chacun ses plaisirs dans la vie. Hein. Mais je sais pas pourquoi j'adore les vidéos autobiographiques. J'aime les histoires. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin bref, si vous avez l'occasion, et peut-être que j'essaierai de vous reparler dans une petite court vidéo pour la sortie de Blankets en petit format. Parce que après ça sert à vous, j'ai demandé à Casterman s'il voulait pas me l'envoyer pour que je vous en fasse une petite vidéo. Donc voilà, s'ils me répondent, je vous ferai une petite vidéo. Mais sinon, allez écouter le Comics Discovery dessus, qui est super bien, qu'on avait fait en 2021. Voilou. C'était un peu les seuls news comics qu'on avait. Donc on va passer aux news manga. On a 3 news manga à vous parler. Commençant par 2 titres, deux opérations de la part d'éditeurs qui vont proposer une série de bouquins à un petit prix. Alors déjà, c'est Kiyun qui, pour ses 20 ans, va proposer 20 titres à prix réduit, excusez-moi. Donc vous pourrez découvrir plein de titres pour le prix de 3 €, alors que d'habitude, ils sont plus à 5 € et des poussières, si je dis pas de bêtises. Ça, un peu plus même. Ouais, ça doit être un peu plus même, effectivement. Et on sait les titres qui sont dans... Et je vais vous les citer. Ah, vas-y, dis-moi. Et il n'y a pas n'importe quoi en titre. Vous avez A Silent Voice, tome 1 et 2,
que moi je trouve très très cool. Si vous avez jamais lu... Alors moi je mets des trigger warnings dessus parce que c'est quand même très dur comme œuvre. Voilà. C'est pas une œuvre facile. On va pas. Non, mais je dis juste si vous avez été victime de harcèlement, ça peut être assez dur à lire. Ouais. Moi je sais que rien que le film d'animation m'a mis très mal, donc moi je préfère prévenir nos auditeurs et auditrices. Et vous voyez le film d'animation, il est vraiment très cool. Excellent Voice. Beastars, dont on a parlé dans la vieille édition de Manga Discovery. Beastars, c'est vraiment très très cool. Tu en reparleras un jour dans Manga Aken. Peut-être, ouais, parce que c'est très très cool. Mais tu as envie de lire Bah, je vous dirai ce que j'en pense, voilà. Mais c'est très cool. Bright Stories, que Faye avait commencé. Oui, bah, je commence à dire. Alors, c'est intéressant. Si vous voulez, c'est un titre où on suit un personnage qui visite différentes cultures. Et on va voir un peu le mariage, comment c'est traité dans différentes cultures. Et voilà, bon, y a des choses qui sont un peu qui m'ont un peu gênée, mais le principe en lui-même est assez intéressant de voir un peu tous ces témoignages, de découvrir un peu toutes ces cultures asiatiques et les différents fonctionnements et des choses qui sont acceptables pour eux et qui sont pas du tout acceptables pour nous, quoi. Donc, moi, je pense à Luna. Le dessin je pense que ça pourrait te plaire, Bright Stories. C'est très très beau. Il y a un travail sur... Kaoru Mori, elle est extraordinaire, hein, graphiquement. Il y a un travail sur les drapés et sur les tissus. Et c'est vraiment très 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 beau. Il y a Darwin Games que je ne connais pas. Ouais, c'est un titre survival random, malheureusement. D'accord. En fait, on a eu tellement de titres dans cette vague-là. Oui, il y a un jeu qui va se résoudre par la mort de quasiment tous, sauf un qui est derrière. C'est bon, il y en a marre de ça. Voilà, c'est certainement pas un mauvais titre, mais il a été tellement noyé dans une masse au même moment que vraiment je passe à côté, quoi. Erased, qui est une histoire d'enquête avec du voyage dans le temps que moi j'avais trouvé très... Enfin, j'ai vu l'animé, je sais pas ce que vaut le... Moi, accroché. Franchement, j'avais testé l'animé aussi. Et moi, j'avais trouvé vraiment cool. Mais après, en manga, je sais pas ce que ça vaut. Mais si vous avez l'occasion, si vous aimez bien les enquêtes et le voyage dans le temps... bon, après, il y a des... Il y a des choses creepy quand même. Il y a effectivement, c'est peut-être pas à mettre en toutes les mains. Moi, je sors mais moi, je trouve ça très cool. En titre, peut-être pas à mettre en toutes les mains, mais qui est vraiment très cool. C'est The Last Hero Inuyasha. Qui est par l'auteur du mec qui avait fait, putain merde, comment ça s'appelait, Gantz, si je dis pas de bêtises, qui est l'histoire de deux personnages, dont un mec il est super vieux, il a quoi, il a une 60aine d'années, non, si je dis pas de bêtises. Attends, 60 ans, c'est super vieux. Ouais, bah pour un héros tu connais beaucoup d'histoires de manga avec un héros de 60 ans. Dragon Ball. Il y a Tortue Géniale. Il y a Tortue Géniale, ouais. Oui, effectivement. 58 ans, il y a le... Oui, mais c'est pas le héros principal. Ouais. Et alors, tu peux très bien avoir des personnages. Bon, en tout cas, qui vont, suite à un accident, vont se retrouver avec un corps un peu biomécanique. Et il va arriver des trucs un peu bizarres. Encore une fois, si vous avez lu Gantz, vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Pas à mettre entre toutes les mains. Oui, effectivement. Il y a notamment un personnage qui est particulier. J'ai jamais réussi à dépasser le tome 1 de ça. Ah ouais, moi j'avais bien aimé, mais je suis pas allé très très loin. De quoi, de Gantz ou de... Non, de l'Astiro. Putain, la fin de Gantz, c'est du n'importe quoi possible. C'est pas le sujet. Ce qui va faire plaisir à Faye, c'est les carnets de l'apothicaire. Tome 1 et 2. Oui, je les ai. Moi, je veux la suite. Il faut que j'achète la suite. Mais c'est tellement bien. Je vous l'ai déjà dit, mais les carnets de l'apothicaire, c'est trop bien. Franchement, c'est génial. Des super enquêtes, plein d'infos sur les poisons. Voilà, plein d'infos sur plein de choses intéressantes. Sophie, il faut que tu lises les carnets de l'apothicaire. Mais quand je le dis, je me dis, c'est tellement pour Sophie. C'est le style d'histoire qu'elle pourrait écrire, je pense. Tu l'as lu, Spades? Ton micro est éteint. Donc ça marche beaucoup moins bien. Oui, j'ai lu les secrets de l'apothicaire. Enfin, les carnets de l'apothicaire, ouais, c'était très bien. Pandara Arts, je connais pas. Je pourrais pas. Voilà. Ça me dit quelque chose, mais alors... J'avais lu le premier, j'ai jamais été plus loin. Hubelblatt, je crois que c'est un titre de fantasy. De Dark Fantasy, ouais. Ouais, de la un peu random, bon, bref, si vous avez envie. Et un spin-off de My Hero Academia Illegal Vigilante. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut. Moi j'aime bien My Hero Academia, mais j'ai pas lu les spin-offs. C'est rigolo, Vigilante. Ok. Ça, disons que ça
étoffe un peu le monde de My Hero Academia. Parce que tu dis, tout le monde a les pouvoirs, mais tout le monde n'est pas un héros. Pourquoi? Donc, tu te rends compte que certains, c'est juste parce qu'ils ont loupé, ils ont loupé l'université, quoi. Ah, d'accord, ok. Mais qu'à côté de ça, en fait, tu as des menaces qui existent et qu'ils essayent quand même d'aider les vrais héros, on va dire. D'accord, ok. Je sais pas, XP, t'es manga, les mangas, ça te parle ou vraiment pas du tout? À part Leiji Matsumoto, j'ai lu aussi Dragon Ball et Senseiya, mais autrement, j'en lis pas. D'accord, ok. Ouais. Si tu as envie de découvrir des trucs, c'est l'occasion ou jamais. Dans les autres formules, opérations peut-être plutôt, proposées aux gens, et peut-être un manga, je ne l'ai pas lu, mais peut-être que c'est un truc qu'on pourrait se dire, potentiellement ça va plaire à des gens qui lisent pas forcément du manga. C'est Les Gouttes de Dieu, le manga sur le vin. Et il y a eu une adaptation. Effectivement, il y a une adaptation en série. Léna, elle en avait parlé. Elle est sur Apple TV+. Je dis pas. Je sais pas. Mais j'avoue que j'avais testé le manga et ça m'a jamais. Ah ouais, ça t'a jamais plu? Non, moi, j'en ai entendu vraiment que du bien. J'ai jamais passé le pas, mais donc c'est une histoire de. Je vais vous lire le synopsis, ce sera plus simple. Lorsque Yukata Kenzaki, œnologue mondialement connu, décède, le monde du vin est en émoi. En effet, le maître possède l'une des plus extraordinaires caves dont on puisse rêver. Shimizu Kanzaki, son fils, lui, n'est en rien amateur de vin. Employé dans une brasserie, il fut même plutôt rebelle à ce père tant obsédé à lui faire découvrir les arômes des vins, qui finit par l'en dégoûter. Tout le contraire de son frère, le sombre Izzy, fils adoptif, qui a suivi une brillante carrière de sommelier, à qui reviendra la cave de Yukata Kenzaki, à qui reviendra la cave de la cave de Yukata Kenzaki. Le testament du maître est clair, celui des deux qui résoudra les 12 énigmes sur 12 mains découvrira quel est le fameux 13e vin inconnu de tous que le maître surnomme les Gouttes de Dieu. Il chasse au trésor en forme d'enquête policière, va alors opposer les deux demi-frères au caractère et au parcours opposé, le talent et la technique d'Isai contre la sensibilité et les motivés de Shimizu. J'imagine le mec, oh bah non, j'ai bientôt moi, qu'est-ce que je vais faire? Oh bah je vais en faire un jeu de piste. Mais apparemment, c'est un truc qui a marché de ouf, mais de ouf. Et ça même, des voyages au total, il y a juste 70 tomes. Donc, ah ouais, d'accord. En fait, tu as 44 tomes pour la série originale et tu as une suite en 26 tomes. Donc, à partir du moment où tu sors 70 tomes, c'est que ta série elle cartonne du feu de Dieu. Moi, j'ai lu que la série originale, donc les 44 premiers tomes. J'ai trouvé ça très très bien. La série franco-américano-japonaise la série télé est vraiment très très cool. Mais c'est peut-être plus facile pour un public français, non-initié, de voir la série télé, parce qu'en fait, la série télé, elle a enlevé tout le côté fantasmagorique et complètement hallucinatoire du manga. Ah, parce que c'est un truc à la... Merde, c'est comment déjà à la foutoir où quand ils boivent du vin, ils se foutent à poil. Non, peut-être pas non plus, mais ouais, il y a des réactions un peu étranges et compagnie, qu'il n'y a pas du tout dans la version live. Et surtout, en fait, même au niveau de l'histoire, ils ont un peu expurgé tous les trucs les plus ridicules, quoi. Mais vraiment, ça se lit très très bien, c'est un très très bon moment, les Gouttes de Dieu. Et moi, j'avais entendu dire qu'il y avait des vignobles qui étaient un peu en passe de péricliter, qui grâce au manga avaient été remis en avant. Au Japon, tu as des tours qui sont organisés où tu as des groupes japonais qui vont justement dans des vignobles, qui font des trucs de tester du vin, qui apprennent comment faire et tout. Et c'est tout un truc organisé et tu as des trucs comme ça qui se font des sous grâce au manga en fait. Ouais. Et donc, pour c'est pour une opération à petit prix, tout simple. Je sais pas s'il y a un truc spécifique. Et ils t'offrent une bouteille de vin avec? Non, vous avez les 3 premiers tomes à 5 €. Enfin, à 5 € là. Hein. C'est pas. Parce que normalement, ils sont ce prix découverte. Est-ce qu'on nous dit à combien ils sont normalement? Normalement, c'est 9,50. Donc, c'est pratiquement à moitié prix. C'est l'occasion si vous voulez découvrir cette série de manga. Moi, pour être sincère avec vous, je ne bois pas d'alcool. Ce qui est fou, c'est qu'on dit toujours qu'il y a des mangas sur... T'as coupé, on t'entend pas. Oui, effectivement, il y a des mangas sur tout et n'importe quoi. Oui. Ouais.
Oui, c'est ça, voilà. Moi, je me souviens d'un manga que Faye, elle aime bien, que ça fait c'est quoi? C'est Ishiba Japon? Le truc sur le pain? Ouais, sur un mec qui fait du pain. Non, il veut faire le meilleur pain, tu vois, il veut faire le pain japonais en fait. Parce qu'en fait, il veut que le Japon ait un pain, tu vois, genre une recette traditionnelle comme tu vois, en France, on a des recettes machin. Donc, il cherche à faire le meilleur pain. Mais c'est pas mal comme série, ça, c'est sûr. Hein. Et à la fin, il arrive à sortir du pétrin. Il y en a plein de. Il y a une autre de série Yakite Japan qui faisait ça aussi. C'est peut-être pas celle-là que tu voulais parler plus. Oui, c'est celle-là, ouais. Que je parlais, moi. Avec le mec, elle est mains solaires, c'est ça? Ouais, enfin, c'est mal chauffe, quoi. Après, moi, je regardais Le Petit Chef dans le Petit Chef. Donc, à partir de là, franchement. Quand tu vois. J'adore Food Wars. Food Wars, vraiment, c'est à fou. Le mec, c'est trop bon, j'arrache mes vêtements. Ils sont tous des orgasmes dès qu'ils mangent. Mais après, c'est une façon comme une autre de. Enfin, parce que comment tu montres la nourriture de. C'est compliqué. L'auteur, il vient du manga porno à la base, hein, il fait ce qu'il sait faire, hein, donc il n'a pas le choix. Donc, dernière news autour du manga. Bon, là, c'est plus du cinéma, mais bon, ce n'est pas grave, vous n'allez pas m'en vouloir. Je le mets quand même dans le manga. C'est la première bande-annonce pour Tunnel to Summer, qui avait gagné le prix Paul Grimaud au Festival international du film d'animation de Annecy, et qui va sortir le 5 juin 2024. Je vous donne le petit synopsis, puis après vous allez me dire si vous avez vu le trailer et si vous êtes donné envie. Selon une légende urbaine, trouver et traverser le mystérieux tunnel d'Urashima offre à celui qui ose s'y aventurer ce qu'il désire le plus cher, mais un prix qui rend l'expérience périlleuse. Ah bon? Quelques secondes en son sein se transforment en plusieurs heures dans la vraie vie. Kaoru, un jeune lycéen qui a du mal à se remettre de la disparition de sa petite sœur, va faire équipe avec Anzu, une jeune fille énigmatique qui lui propose son aide pour tenter l'aventure. Mais que attend-elle de lui en échange, et que restera-t-il une fois qu'ils auront traversé le tunnel? Moi, la bande-annonce, elle m'a plutôt donné envie. Ça a l'air très cool. C'est adapté d'un light novel et d'un manga qui est dispo chez Mangetsu. Et moi, comme je crois que je l'ai déjà dit dans cette émission, mais je le redis, je pense que l'animation, c'est jamais mieux que dans une salle de ciné. Vraiment, ça explose encore plus à l'œil. Donc, si j'ai l'occasion, je pense que j'irai faire un tour pour voir Tunnel to Summer au cinéma. Qu'est-ce que tu as vu la bande-annonce, Faye, ou pas du tout? Alors, j'ai oublié ce lien. J'ai regardé tout à part celle-là. D'accord. Tu l'as regardé, Spades? Voilà. Oui. Et qu'est-ce que tu as à en dire? Est-ce que ça t'a donné envie? Non. Vraiment, c'est comme pour Darwin's Game. Là, j'ai l'impression que tous les films qui sortent d'animation japonaise, c'est oh, regardez, on a refait Your Name. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que j'ai pensé à ça quand James il a lu le. Il y a un petit côté. Mais il y a un moment, j'en ai marre, quoi. C'est vrai. Alors moi, meilleur name, donc je reste. Mais après, quand tu regardes le Japon, vraiment, c'est ça. Hein. Dès qu'il y a un truc qui marche, il y a tout le monde qui s'y. Non. C'est ce qui arrive jusqu'à nous parce que les producteurs sont frileux parce qu'ils savent que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de public pour ça. Mais non, il y a des trucs ultra divers au Japon. C'est simplement, ça sort pas chez nous, malheureusement, quoi. Oui, non, mais tu vois, on est d'accord, il y a quand même beaucoup. Enfin, quand il y a un truc qui marche, il y a beaucoup de gens qui s'engouffrent dans le même style pour essayer de faire du. Quand tu regardes les isekai, je sais pas qui a lancé la mode des isekai, mais. Ça a toujours existé, c'est juste qu'il y a eu un effet de mode qui s'est fait autour. Mais les isekai, il y avait peut-être pas le nom qui était là, mais dès les années 80, il y avait déjà des isekai qui se faisaient, quoi. Rien que le isekai, en fait, c'est quelqu'un de notre monde qui se retrouve projeté dans un monde d'heroic fantasy. Ouais, c'est vrai qu'Escaflowne, c'est du isekai. C'est du isekai, hein, Escaflowne. Et ça a déjà 25 ans déjà. Putain, Dieu. C'est trop bien, hein, Escaflowne. Ouais, un jour on fera une émission dessus. Mais j'ai tellement envie de vous parler de pourquoi j'aime tellement d'amour cette série. Vraiment. Et je vous ferai, je promets pas, mais j'essaierai un montage de tous les Vatsaba. Arrête un peu. Il y a un personnage qui arrête pas de parler. Et pour
trouver que c'est vieux, le isekai, hein. Le dessin animé américain, Donjons et Dragons, avec le générique de Dorothée, c'est du isekai. Totalement. C'est des jeunes de notre terre qui finissent dans un monde d'heroic fantasy. J'aimais trop ces animés. Et est-ce que un cosmonaute à la cour du roi Arthur, c'est un isekai? D'une certaine manière, oui. Bah ouais. Est-ce qu'un Yankee à la cour du roi Arthur du mec qui fait... En fait, on parle du isekai comme un truc récent, mais c'est un truc qui est beaucoup, beaucoup plus vieux que ça, quoi. Mais comme beaucoup de choses. Ah, mais alors la princesse de Mars de Burroughs, c'est un isekai aussi. Tout à fait. Bah ouais, c'est fou. Si tu prends les... J'avais parlé d'un bouquin il y a quelques temps, Le Dragon et le George, où un prof de fac se retrouve projeté dans un monde d'heroic fantasy à l'intérieur du corps d'un dragon. C'est un isekai. Il n'y a pas de distributeur de machines, mais il y a un voilà. Oui, bah, ça faut dire XP aussi, il faut expliquer XP. Il existe un isekai où un mec meurt renversé par un camion et se réveille dans un monde d'heroic fantasy réincarné en distributeur de boissons. Ça marche, et ça marche. Voilà. L'aventure intérieure, c'est un isekai aussi. C'est un peu plus complexe. Complexe. Là, je ne mettrais pas, moi. Ou le voyage fantastique. Non, bah non, là, je ne mettrais pas en isekai. Bon, bref, on va pas faire un tier list des isekai. On devrait faire une émission, c'est isekai ou pas? Isekai ou pas isekai? On va passer au cinéma. On a appris une nouvelle un peu triste cette semaine. Il y a eu plusieurs nouvelles tristes. Il y a plusieurs nouvelles tristes. Oui, effectivement, il y a la production du truc autour de Gollum qui est un peu triste, mais on en parlera après. Mais... non, moi je voulais parler du décès de Bernard Hill qui jouait donc justement le roi Théoden dans le Seigneur des Anneaux et j'avais beaucoup aimé sa prestation. Ah oui, c'était la semaine dernière ça. Oui, mais on n'en a pas parlé, donc je suis désolée. Il y a aussi je sais pas si tu as vu. Moi ça m'a touché. Je sais pas si tu as vu ça passer. Et la première la première actrice qui est morte dans le premier dans Jaws, Les Dents de la Mer. Ouais, dans Les Dents de la Mer, qui est morte cette semaine aussi. L'Alex qui faisait la mer? Non, celle qui meurt, la première, l'actrice de film. La scène d'introduction. Ouais, la scène d'introduction. Mais elle n'était pas morte déjà? Alors voilà, vous allez découvrir quelque chose. C'est Faye qui, quand elle n'entend plus parler de quelqu'un, le tue. Tout simplement. À la mort de Galabru, elle m'a dit, mais il est pas mort Galabru, ça fait des années qu'il est mort. Mais non, moi je croyais que ça faisait au moins 20 ans. Si vous ne parlez pas à Faye pendant au moins 10 ans, elle va supposer que vous êtes mort. Mais donc, on va être un peu plus sérieux et on va essayer de rendre hommage à Roger Corman. Tu m'as empêché de rendre hommage. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, hommage à Théoden. On ne saura jamais si le... Tony Glo dans Titanic. Voilà, oui. Aussi. On ne saura jamais si le rang était là pendant quand Westworld est tombé. Où était le Gondor? Où était le Gondor? Excusez-moi, je me suis trompé. Oh là là, James. You're dead to me. Oui, mais c'est un peu. Et Faye a un petit côté Lily aussi. Ah, il vient de me faire le regard. J'ai rien fait. Donc, tu voulais parler de Roger Corman. Comme ça. Oui, parce que on a appris donc le décès de Roger Corman et je sais qu'on en a parlé avec XP parce que c'est quelqu'un qui est quand même important dans le monde du cinéma. Faut savoir que c'était un réalisateur de films spécialisé dans les films à petit budget et c'était aussi un producteur qui a produit plus de 400 films. C'était quelqu'un qui finalement était aussi assez un peu engagé politiquement parce que il n'a pas hésité à faire des œuvres, tu vois, qui étaient un peu contre le macartisme de ce que j'ai lu, qui était vraiment pas mal tourné vers le social malgré tout. Mais sa spécialité, pourquoi on le connaît, c'est parce que c'était quelqu'un qui faisait des films à petit budget qui mettaient des règles un peu précises en disant le but c'est de divertir, tu as tant de budget, le but c'est d'arriver à faire ton œuvre avec ce petit budget, fais ton truc. Et en même temps c'est quelqu'un aussi qui est connu parce qu'il a donné sa chance à beaucoup de personnes qui sont devenues par la suite de très grands comme Coppola, comme Nicholson par exemple, mais il y en a eu d'autres, Cameron et compagnie. Et donc c'était quand même une figure importante. Et dans les œuvres que je retiens, tu me diras toi après explique ce que tu retiens, mais moi je retiens La petite boutique des horreurs, je retiens aussi tout son cycle autour justement des écrits d'Alan Poe avec Vincent Price. Moi c'est ce que je retiens. Si t'en as d'autres toi à proposer.
Même Spades aussi, si vous en avez d'autres à rajouter. Bah, il y a The Intruder avec justement que tu évoquais, fait. C'est avec Shatner. Bah, j'ai pas vu le film, mais il a eu beaucoup de mal à le produire parce que sa boîte où il avait l'habitude de produire AIP International, American International Picture, ne voulait pas le produire parce que c'était trop chaud comme sujet, puisque ça parle de la ségrégation et du racisme, mais ouvertement, quoi. Et en fait, comme il tenait absolument à sortir le film, il a eu le courage d'hypothéquer sa maison pour produire le film. Et c'est fort et c'est tout à son honneur. Et de toute façon, et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que même dans ces films à petit budget, film de Roger Corman, par exemple, tu t'évoquais la petite boutique des horreurs. C'est ça, la petite boutique des horreurs. La petite boutique des horreurs qui est sortie en 1960. Quand on regarde bien, c'est une satire sociale absolument démente et qui tire surtout. Qui montre la pauvreté, qui dénonce déjà la gentrification. Et en fait, Roger Corman, lui, dans les interviews, il disait que les films qu'il faisait ou qu'il produisait, en fait, il privilégiait le divertissement en premier, mais derrière, il y avait toujours un sous-texte social ou politique. Toujours. Donc, ces films, même si les règles, c'était il faut des explosions, de la violence et souvent du sexe, parce que c'était des films d'exploitation qui n'étaient pas soumis au Code Eyes, parce qu'ils n'étaient pas distribués dans le circuit normal. Et quand même, malgré tout, il y a des films qui sont qui ont un sous-texte féministe, comme par exemple Bertha Boxcar, qui a été produit par Scorsese, qui a été, non, pas produit par Scorsese, qui a été réalisé par Scorsese. Mais là, c'est plutôt son épouse qui a produit le film. Et en fait, quand Corman et sa femme sont allés voir Scorsese dans sa chambre d'hôtel, en fait, Scorsese, il avait déjà tout storyboardé, tout le film, tous les plans. Et après, il l'a plus revu. Il a dit, c'est bon, vas-y. Non, mais ça, c'était quand même une formidable école parce que ça a appris, certains leur métier, ça a appris aussi à comprendre comment marchaient les autres secteurs, tu vois, sur la lumière, sur la photo, machin, pour pouvoir être efficace. Le storyboarding, tu l'as dit aussi, c'est un truc hyper important. Et moi, il y a une phrase que j'ai vu passer dans un article qu'a dit Corman. Il a dit, quand t'as pas le budget pour faire un film genre d'une grande envergure, le fais pas, fais quelque chose qui soit adapté à ton budget parce que sinon, c'est sûr que ce sera un navet. Et je trouve qu'il a tellement raison. Et ça me fait penser à beaucoup de films, qu'on voit qu'ils se donnent des prétentions alors qu'ils n'ont pas du tout le budget ou les moyens de faire ce qu'ils veulent faire. Et souvent, c'est ridicule. Donc, je trouve qu'il était quand même assez sensé dans certaines choses. Et juste, j'en profite pour revenir au côté un peu comique, James. Il avait aussi produit une adaptation des 4 Fantastiques, la fameuse. Là. Ah oui, le truc. Et je reprends un peu la parole. Vas-y, je conseille le documentaire Les Mondes de Corman, qui est un documentaire très émouvant avec des témoignages de personnes qui a lancé. Par exemple, un des témoignages les plus touchants du documentaire, c'est celui de Ron Howard, parce que Ron Howard, il lui a donné sa chance. Il lui a laissé réaliser son tout premier film, et c'était tellement ça a tellement plu que c'est la première production Corman qui a été achetée pour passer à CBS. Alors, il avait été voir Ron Howard, il dit, tu te rends compte, il est acheté par CBS, tu te rends compte, je sais plus combien il touchait sur les recettes, c'est genre 5%. Il dit, tu te rends compte, toi, tu vas avoir 5% des recettes et moi 95%.
Et il avait dit à Ron Howard, parce que Ron Howard, lui, il voulait, enfin, le film qu'il a réalisé, c'est un film un peu genre de Monster Truck. Et lui, il voulait plus de voitures. Il lui a dit non, tu vas faire d'après le budget que je te donne et tout. Et tu verras, si tu réussis à faire le film avec mes contraintes, après, tu n'auras plus besoin de tourner chez moi, tu sauras tout faire. Et en fait, c'est très bien résumé hein, chez Corman. Il savait détecter quand même le potentiel chez les personnes, et puis il leur laissait leur chance. Exactement. C'était un truc à ajouter, Spades, sur Corman? Oui, moi, ces derniers films qui m'avaient bien fait marrer, il y avait Les Mercenaires de l'espace, qui est en fait un remake des 7 samouraïs. Alors déjà que Kurosawa n'avait pas du tout aimé les 7 mercenaires, je crois que cette version-là, il a dû s'étouffer en la voyant. C'est clair. C'est un bon petit nanar de SF qui mérite un coup d'œil quand même. Sinon, j'avais beaucoup aimé de lui La dernière femme sur Terre, qui est un récit post-apo où en fait pendant quelques minutes, les plantes arrêtent de produire de l'oxygène sur Terre. À ce moment-là, il y a donc un millionnaire qui est en train de faire de la plongée avec sa jolie jeune femme trophée. Et quand il remonte à la surface, il découvre que toute l'humanité est morte sauf eux, et peut-être un autre survivant. Et en fait, ça remet en question la place de la femme dans la société, comment elle est perçue. Donc avec le regard des années 60, qui voyait donc la femme a juste à être belle et tais-toi. Et en fait, elle se rend compte que dans ce nouveau monde-là, elle veut être plus que ça, quoi. Eh bien, merci à vous pour ce petit hommage à Roger Corman. On va passer au moment un peu... Faye m'a dit, bon, les rumeurs et les trucs où on n'est pas sûr, tu devrais les virer. Bon, moi, je l'ai gardé parce que j'avais envie d'en parler. Donc, c'est le moment rumeur. Donc, ce qu'on va dire, je vous demande de le prendre avec des pincettes et de ne pas le prendre pour argent comptant. On entend depuis plusieurs semaines vers moi que Sydney Excuse-moi, James. Oui. Je peux rajouter quelque chose sur les mercenaires de l'espace qui vas-y, fais-toi plaisir. Qui devrait vous surprendre, c'est que les mercenaires de l'espace, savez-vous qui était le chef décorateur et le chef des effets spéciaux du film? C'est Cameron. C'était James Cameron. Et vous savez qui a composé la musique du film Les mercenaires de l'espace? Exactement, James Horner. Mais c'est pas comme ça qu'ils se sont rencontrés, justement? Ou ils se connaissaient déjà d'avant, je sais plus. Ah, je pense que c'est comme ça, hein. De toute façon, on doit aussi à Corman la rencontre entre Joe Dante et Dick Miller aussi. Ouais. Bah, tu vois, comme quoi. D'ailleurs, la fois où il a engagé pour la première fois Dick Miller, c'est aussi épique, hein. Il tournait un western qui s'appelait La femme Apache. Et il n'avait pas assez d'acteurs. Donc, il va dans la foule, il voit Dick Miller, il dit tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je suis scénariste. Et Corman lui dit ah, bah, c'est dommage, on cherche un comédien. Et Dick Miller dit oui, mais je sais aussi jouer à la comédie. Ah, bah, d'accord, allez, monte sur scène, bah, va sur le plateau, tu vas jouer un Indien. Puis il joue l'Indien, et puis il y a une scène où il meurt. Et puis après, Corman retourne voir Dick Miller et lui dit bon, ça te dirait de jouer un cow-boy, mais dans un autre film? Bah non, dans le même film. Pourquoi? Bah parce que je suis mort, les gens ils vont me reconnaître. Non, mais t'inquiète pas, ils verront pas la différence. Puis il a joué le cow-boy et puis il est pas très longtemps, et puis il est mort quelques minutes après dans le film. Quitte à y être, écoutera. Désolé pour cette intrusion. C'est pas grave, c'est cool d'avoir les petites anecdotes. Une fois, c'était pas moi qui diverge, hein, donc. Ouais. Donc je disais, Sydney Sweeney veut produire un remake ou un film autour de Barbarella, le personnage de Jean-Claude Forest. Pour être sincère, j'ai pas vu. Il y a eu un film original de Barbarella. Ah oui, avec Jane Fonda. Avec Jane Fonda. C'est pas de. Comment il s'appelait le réalisateur? C'était du français, c'était. C'est pas Vadim ou Vadim. Si, Roger Vadim, c'est ça. Ouais.
moi, je sais pas ce que ça vaut, mais Moi, je pense il est sympa le spécialement, film avec Durand. Oh, je suis pas hyper fan. C'est un personnage aveugle qui a des ailes pour trouver Durand, l'histoire du film. Et puis il y a des scènes assez érotiques, notamment une scène de torture avec un orgasme, une machine à orgasme. D'accord. Donc en tout cas, Tu vois Sydney pourquoi j'ai pas Sweeney, que aimé. vous avez peut-être vu dans le magnifique film Madame Web, Ah, mais chef-d'œuvre. qui a fait plein d'autres trucs, enfin qui a plein d'autres qu'elle a Bah, fait elle d'autres. était dans la série là, qui se passe dans l'hôtel là. Oh là là, j'ai oublié la première saison. C'est Moi, le vraiment seul truc que je sais sur elle, c'est qu'elle a des gros seins. le truc de HBO. C'est Attends, White je- Lotus. White Lotus, Ah, merci. White Lotus. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Putain, j'avoue. Mais alors, j'avoue que j'aime pas trop l'actrice. Enfin, je la trouve. Elle fait méchante en fait à chaque fois que je la vois dans un rôle. Elle était dans Immaculée. Elle J'ai était pas dans vu. Euphoria. J'ai oublié qu'elle était dans Euphoria. J'ai pas regardé. Madame Web. White Lotus, effectivement. Sharp Object. Ah oui, c'est vrai qu'il était dans Sharp Object. Reality que j'ai pas vu, mais à ce qui paraît, c'est pas mal. Enfin bon, bref. Je sais pas, je suis pas. Et What's Up at a Time in Hollywood aussi de Tarantino. Ouais. Elle est dans Handmaid's Tales aussi. Enfin bon, bref. Et donc elle cherche, et apparemment c'est pour ça qu'elle a fait Madame Web, c'est pour pouvoir réaliser ce projet qu'elle produit avec sa propre boîte de prod. Et on a un nom qui vient de Pop pour le réalisateur. Et c'est l'ami. En pourparler, c'est ça? Oui, c'est en pourparler apparemment. Parce qu'il est déjà sur un projet, donc il attend de finir son projet, je crois, avant de. Enfin, il va peut-être signer, mais il veut finir Running Man avant. C'est Edgar Wright, que vous connaissez déjà peut-être pour la trilogie Cornetto. Last Night in Soho, son dernier film qui avec Faye, on l'avait trouvé génialissime. Et Scott Pilgrim vs. The World. Moi, c'est un réalisateur que j'apprécie, que j'aime beaucoup son travail. J'aime beaucoup son sens du montage, du rythme. C'est quelqu'un ça sent qu'il bosse en musique. Il y a toujours un rythme. Ça. Ouais. J'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Après, c'est quelqu'un qui fait pas mal de références et tout. Mais à chaque fois, c'est bien fait. C'est pas genre je te mets une référence pour mettre une référence. Enfin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup le travail, mais moi, je serais lui, j'irais pas sur ce film-là. Sérieux, quel est l'intérêt de faire... Et la scénariste, c'est Jane Goldman, qui a écrit les 2 premiers films Kingsman. Le premier était pas mal. Je redis, mais barre-toi de ce projet. Le deuxième était pas terrible. Mais c'était toujours mieux que les comics Kingsman. Je sais pas si vous avez vu les comics Kingsman de Mark Millar. Et avec un Dave Gibbons qui en a vraiment rien à foutre. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, moi j'aime bien Edgar Wright, donc pourquoi pas. J'avais pas trop envie de voir Barbarella. Si y a Edgar Wright derrière, pourquoi pas. Mais non, mais qui fuit, sérieux, qui fasse autre chose. Ok. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou on passe à une autre rumeur? Bah si les comics sont mieux que le film, déjà que sont moins bien que le film, le film, moi. Les comics sont vraiment pas terribles. Vraiment, c'est vraiment pas terrible. J'ai détesté le premier film et j'ai pas vu la suite. Je me suis pas infligé ça. Mais t'as bien fait. Hein. Mais c'est vraiment pas le seul intérêt du deuxième film, c'est qu'il y a Pedro Pascal avec un lasso. C'est la seule chose qui m'intéresse. C'est vrai. Voilà, le reste, c'est juste à vomir. Bon, on va passer à une autre rumeur. C'est la suite de L'Exorciste. Qui devait être réalisé par David. Non, c'est la suite du film de David Gordon Green. En fait, il devait réaliser la suite, mais comme ça a fait un gros bide, du coup, ils ont décidé de pas poursuivre avec lui. Ils ont viré David Gordon Green. Mais il en avait. J'ai regardé la filmo de David Gordon Green. Il en a fait des merdes, hein, putain. Ça, vraiment. Entre Your Highness et la suite des Halloween, le premier était pas mal, mais apparemment. Alors, le premier, ça allait. Le deuxième, déjà, ça part en couille. Mais alors, le troisième, c'est un scandale. Mais il le réalise le troisième, c'est lui. Oui, mais c'est un il scandale. A fait les trois. C'est un scandale. D'accord. Je le redis. Il a réalisé un film avec Nicolas Cage. C'est déjà pas mal quand même. Ouais, c'est vrai. Et il a fait Pineapple Express que moi j'aime bien. Je l'ai vu. Et c'est un scandale. C'est mauvais. C'est super mal écrit. C'est super mal mis en scène. Enfin, vraiment, c'est navrant. Donc, c'est pas une grande perte. Mais déjà, il y avait zéro intérêt
de refaire un autre Exorciste. Surtout que depuis que la saga Exorciste est finie, il y en a une chier de films d'exorcisme. Les films d'exorcisme, moi j'en peux plus. C'est rare d'avoir des films d'exorcisme qui soient un peu originaux. En fin d'émission, il y en a un dont on parlera dans les sorties. Mais vraiment, là, après, j'avoue, la personne qui est envisagée, j'aime beaucoup ce réalisateur. Et donc, je vais vous le dévoiler. C'est Mike Flanagan, que vous connaissez peut-être, parce que c'est lui qui a fait Dr. Sleep. C'est lui qui avait fait pour Oculus, qui était vachement bien aussi. Je crois que c'était Mirror en VO, le nom du film. Qui a fait Hilos, qui a fait The Haunting of Hilos et The Haunting of Bly Manor. Midnight Mass qui était super bien. Et dernièrement, qui a fait justement La chute de la maison Usher. Qui était trop cool. Mais j'aime beaucoup parce que c'est un réalisateur qui travaille bien l'ambiance, qui joue justement aussi avec le décor, avec la mise en scène. Il y a beaucoup de choses qui sont très pratiques. Quand on voit ce qu'il avait fait sur Hill House, par exemple, l'utilisation des fantômes, c'était pas du jumpscare comme on a l'habitude de voir dans toutes les productions. C'est-à-dire qu'il va faire passer genre au loin des petits trucs tout doucement, mais pas de façon, tu vois, genre pour te faire sursauter. Il va utiliser le décor. Il joue dans l'ambiance. Il faut vraiment, en fait, il a beaucoup de profondeur, en fait. Et donc, c'est un réalisateur, il faut vraiment à la fois écouter et regarder de partout parce qu'il va utiliser le son aussi pour faire monter la peur. Ça peut être des petits murmures, ça peut être des petits trucs. Il y a des fois des choses, tu vas pas t'en rendre compte au premier visionnage, et au deuxième visionnage, tu vas voir que, ah ouais, merde, il avait placé des petits trucs là. Ah tiens, il y avait une silhouette derrière une fenêtre, j'avais pas remarqué, je la vois là et tout. Enfin, c'est hyper intéressant. Et il utilise, par exemple, dans Hill House, il y a tout un épisode qui est en plan séquence. Enfin, c'est trop bien. Et par les mouvements de caméra, c'est comme ça qu'il va introduire le fantastique. Enfin, à chaque fois, il a plein d'idées. Enfin, j'aime beaucoup sa façon de réaliser. Je trouve que ça met un peu de fraîcheur dans tous les petits films d'horreur qu'on voit, surtout les trucs américains qui sont tous. Ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'il utilise l'horreur pour parler de drame, en fait. L'horreur est une métaphore, ça peut être une métaphore du deuil, une métaphore de l'homosexualité, une métaphore du sida, comme on avait eu, une critique de la religion. Donc il y a plein de choses, et c'est aussi quelqu'un qui est très fan de Stephen King, et ça se ressent aussi dans sa façon de réaliser. C'est pas pour rien qu'il s'est retrouvé sur Dr. Sleep, et je crois qu'il travaille aussi sur une adaptation de La Tour Sombre. Donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Donc, en tout cas, c'est un réalisateur qui est très très cool, qui avait déjà fait du King, puisqu'il a fait c'est lui qui avait fait le film où la meuf elle est. Oui, sur Netflix, il avait fait Jessie. Ouais, Jessie, ouais. Mais il en a fait plusieurs des adaptations de King sur Netflix. Ouais, donc moi, vraiment, c'est un réalisateur que je vous conseille de surveiller. Et sur un exorciste, pourquoi pas. Ça n'a pas d'intérêt parce que déjà, alors, ils ont fait. Alors, pour vous expliquer le bousin de ce truc d'exorciste, ils ont voulu faire comme pour Halloween, à savoir que cet exorciste-là remplace l'exorciste 2. D'accord. Voilà. Mais entre-temps, il y avait aussi une série télé avant qui faisait déjà suite et qui remplaçait l'exorciste 2 sur la première saison. Mais le problème, c'est que ce qu'ils ont apporté par rapport à la suite des autres personnages, c'est-à-dire qu'on a le personnage de la mère de Regan qui fait une apparition, mais elle sert à rien. Elle est là en mode ouais, je suis une folle dingue spécialiste de l'exorciste, mais dès qu'il faut entrer en scène, elle finit à l'hôpital, quoi. Donc voilà, c'est pour dire, c'est vraiment pas terrible. Hein. On va faire plus simple. C'est peut-être pas l'apparition de la mère de Regan qui sert à rien, c'est de faire des suites à l'exorciste qui sert à rien de base. Tout à fait, tout à fait. Le premier film se suffit à lui-même. Le 3, comme il est écrit et réalisé par l'auteur du bouquin original, je le tolère à peu près. Tout le reste de la franchise, foutez-moi ça à la poubelle et arrêtez d'emmerder le monde, quoi. Après, il y a le 2, il y a certaines choses intéressantes dans la mise en scène. J'aime bien les trucs où elle se fait un peu hypnotiser là, par la psy avec les jeux de lumière, c'est sympa, mais l'histoire est complètement conne. Ah oui, c'est nul à chier, chier, effectivement, il y a des trucs intéressants. Mais alors, ce qu'ils avaient fait là, la préquelle, où on avait eu droit à 2 montages différents, un de Rémi Harlin et l'autre de Schrader, Paul Schrader. Voilà. C'est lequel où il y a Billy c'est dans celui de Schrader. Rémi Harlin, il avait viré Billy Crawford. Billy Crawford. Mais les deux sont très mauvais. Et alors, par contre, moi, tu vois, je retiendrai la saison 1. Les démons qui arrivent en Keep on Tracking Me. Ouais, donc. Et moi, tu vois, je retiendrai la saison 1 de la série où on avait donc Gina Davis dedans. J'ai aucun souvenir de la série, donc je sais même pas si j'ai vu. En tout cas, moi, je conseillerais la saison 1 où que ça fait suite au film. Et ce qui est intéressant, c'est que ça parle de la possession, comme du traumatisme, comme d'un viol.
dans la façon dont c'est filmé, dont c'est suggéré, c'est écrit. Et je trouve ça assez intéressant par rapport à quand on parle des événements du premier film, ce que ça apporte et ce que ça peut dire aussi de ce qu'a vécu Reagan. Et je l'avais trouvé plutôt cool. Et Geena Davis était vraiment excellente dans la série. Après, bon, ils sont partis sur la saison 2, c'est parti sur les 2 prêtres qui sont en saison 1, ils sont pas intéressants. Donc, en tout cas, moi, Mike Flanagan sur l'exorciste, ça me hype. Moi, je Discord, je sais même pas qui c'est ce monsieur, donc. C'est pour ça que je suis pas fou. Et franchement, voilà. Moi, je pense que ça vaut même pas le coup de faire une suite parce que déjà en plus, c'est Blue Mouse qui produit, donc. Non mais. C'était mauvais parce que dans celui-là, tu avais 2 gamines qui étaient possédées, histoire de dire. Bon, on va passer. Elle fait, elle est on fire sur l'article. Ah non, mais ça m'a tellement énervé que voilà. XP, vas-y. Par contre, c'est l'occasion ou jamais de faire un coucou à notre ami Pazuzu. Ah oui, certainement. Si elle passe sur le Discord. Effectivement, n'hésite pas, Pazuzu. Pour les gens qui auront la ref, ils comprendront. Ah ouais. On va passer à un autre. On va essayer de couper vite la parole à Faye puisque on a eu l'annonce d'un nouveau projet autour du Seigneur des Anneaux et un projet autour de son personnage favori du Seigneur des Anneaux, que je rappelle, elle trouve mignon. Il y a des gens qui le trouvent mignon. Et alors, je le trouve attachant, moi. Bon. Et en plus, il y a des gens en commentaire qui ont dit qu'ils étaient d'accord avec elle. Bah, voilà. C'est le Seigneur des Anneaux, la chasse de Gollum. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, il y avait déjà un fan film sur cette thématique-là, mais que bizarrement, quand le projet a été annoncé, le fan film, il a été retiré. C'est sympa pour ce qu'on fait alors qu'il était pas mal et en fait ça se base sur une partie du Seigneur des Anneaux où on a Aragorn et ses potes elfes là qui cherchent Gollum justement parce que tu sais il y avait Gollum, il savait que Bilbo il avait l'anneau et compagnie, donc ils veulent pas que Sauron le sache et donc ils le cherchent mais bon après il s'est fait attraper entre temps et on l'a torturé et il a gueulé Baggins, Shire, voilà bref. Et non mais il y a tous les trucs autour de Tolkien, il y a un moment faut arrêter qu'on a adapté ces listes de courses là, ça devient ridicule. Non mais en plus j'aime Tolkien mais là ça devient indéfendable. Non mais là en plus c'est une partie du roman genre ça va pour un fan film mais il y a Romain qui nous dit qu'il a été remis en ligne le fan film. Ah ça y est, tant mieux. Mais je suis assez dubitative. Après bon, il y a PJ, il y a sa femme, il y a Philippe Boyan qui sont à la production. Il y a quelqu'un qu'elle va défendre. Elle va le défendre. Et mais il est indéfendable. Cette personne est indéfendable, malgré tout. Non, alors attends, tu arrêtes de me couper. Il y a Andy Serkis qui va réaliser le film et rejouer le rôle de Gollum. J'adore Andy Serkis. J'aime trop. Rappelons les horreurs qu'a produit. C'est pas vrai, j'ai bien aimé son livre de la jungle. Alors là, Pankaka. Il a fait Venom 2. Attends, mais Venom 2, le film a été charcuté par Sony. C'est pas du tout. La défense de Venom 2 lui, il l'avait filmé et ça avait été confirmé par Hector Suisse. Ils étaient partis sur un film d'horreur qui a été charcuté par Sony, donc c'est pas sa faute. tu touches pas à mon chouchou. Voilà. C'est marrant comme elle est capable de défendre. Mais je suis désolée. Elle est de mauvaise foi totale pour. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je vous dis sur ces anneaux, je m'en fous. Je suis Andy Serkis surtout. Attends, je finis. Non, sur tout ce qui Tolkien. Non, je vais plus défendre ça que la bande-annonce des Anneaux de pouvoir de la saison 2. Ouais, on va pas en parler. Déjà la saison 1, la fin, j'avais essayé quand même de relever des choses intéressantes dans le podcast que j'avais fait, mais la fin n'est pas défendable. Sauron, non. Il a pas un kiff sur Galadriel, non. Je le dis, c'est tu spoil. Je m'en fous, c'est de la merde. Pour le coup, c'est un peu n'importe quoi. Là, la bande-annonce que j'ai vue, visuellement, bon, il y a des choses sympas. Mais ce qui monte de Sauron, je suis très très dubitative. Vraiment, je les attends au tournant, mais non. Moi, là où la direction ça prenait sur la fin, j'ai envie de dire non, faut arrêter. Moi, je veux l'avis de XP sur Andy Serkis en tant que réalisateur, s'il te plaît. Mon avis sur quoi? Sur Andy Serkis en réalisateur. Il est très bon dans le rôle de César. Ouais, voilà, ouais. Bah oui. Mais il est touchant. Et puis je suis désolée, c'est le meilleur Alfred Dumont. C'est la première fois que j'ai eu envie de draguer Alfred. Ça y est, franchement, Batman, je m'en fous. Non, moi, j'ai rien. En tant qu'acteur, j'ai aucun problème avec lui. Je suis très, très bon acteur. Mais en tant que réalisateur, il est mauvais. Mais je te signale qu'il a aidé Peter Jackson sur l'Hobbit. Il était le réalisateur de la seconde. Mais il est mauvais. Mais déjà, le Hobbit est nul.
Mais non, c'est pas nul, le Hobbit. non, Moi, je vais c'est nul. défendre le Hobbit. Il y a des choses qui sont pas défendables, qui sont pas C'est de la faute de différent. Peter Jackson, mais je suis désolée, le Hobbit, moi j'aime. Bon, allez, on va passer à autre chose. Vas-y, Ah, passe mais à t'as autre le droit chose. d'aimer, hein, mais c'est pas pour ça que c'est bon. On va Bah, parler moi, je séries trouve que c'est télé. bon. Bon, il y a eu une bonne annonce et une annonce pour la suite de That 90s Show. Mais vraiment, mais arrêtez quoi. Ah, t'avais pas aimé l'autre saison? Moi, j'avais vraiment pas aimé. Ah ouais? C'est sympa, mais Ouais, moi j'ai trouvé ça sympathique à regarder. C'est pas non plus transcendant, mais ça détendait bien. Puis j'étais contente de revoir les parents de Foreman. Moi, après, par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent, Netflix, de sortir leur série en plein de parties. Parce que là, tu as la partie donc 2. Mais il faut qu'ils arrêtent. Partie 2 en juin, partie 3 en octobre. Enfin, arrêtez. Déjà, Cobra Kai, ils nous le font en 3 parties pour 15 épisodes. Voilà. Sortez un épisode par an pendant que vous y êtes aussi. Hein. Et je crois que Spades, il est fan de la série originale, entre guillemets. That 70 Show, oui, j'aime beaucoup la série originale, qui est pour moi une des meilleures sitcoms du début des années 2000, mais très largement. Hein. Et That 90s, j'avais essayé. Enfin, j'ai même regardé l'intégralité. Et en fait, ça m'a posé comme question un truc tout simple. C'est que je me suis pas retrouvé, alors que j'ai grandi durant les années 90, c'est censé me parler. Ouais. Mais je me suis pas retrouvé en fait dans les jeunes qui m'ont montré. Et je me suis posé la question de me dire, ouais, mais les années 70, je me suis vachement retrouvé dans Eric, Kelso et Hyde et compagnie. Mais est-ce que ceux qui ont grandi durant les années 70, eux, ils sont retrouvés dans ces personnages-là, quoi. En fait, pour moi, c'est des séries qui parlent pas vraiment de la jeunesse de ma jeunesse, mais de la jeunesse avec l'enrobage de maintenant, de l'époque. Oui, bah, totalement. Et je suis assez d'accord, parce que j'ai trouvé que les personnages, on aura dit des personnages actuels, enfin, on m'aurait dit c'est 2000 shows, j'aurais trouvé ça plus logique que 90, parce que exactement, enfin moi dans les années 90 j'étais ado, donc je me suis pas du tout retrouvée dans ces persos d'ado là non plus. Mais c'est pareil dans la série des années 80 aussi, je trouvais qu'ils faisaient plus 90 que 80. Enfin à chaque fois on dirait qu'il y a un décalage. Mais je pense qu'en fait que ça s'adresse tout simplement à la jeunesse de maintenant, donc avec les codes de maintenant, mais avec c'était le cas avec That 70 Show, quoi. Moi, je me retrouvais dans ces personnages-là, dans Foreman, forcément, mais ça me fait plaisir quand même de revoir tout le petit monde de Point Place, Wisconsin. Ouais. Il y a vraiment le nostalgie en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Puis savoir en plus que Red Foreman, après avoir tué Robocop, il est retourné vivre dans sa vie. C'est toujours cool. Mais le truc, c'est que là, en plus, il y a des caméos. Il y a Jay et Bob qui vont faire une apparition dans la série. Donc, il y a Carmen Electra. Donc avec c'est Chiche qui était déjà Léo dans That 70 Show et donc dans cet opus-là qui est de retour. C'est tellement normal de foutre Jay et Bob qui sont les héritiers de Chiche et Chang au cinéma, quoi. Bon, après, il faut voir ce que ça va donner, mais... Je prends ça comme une sitcom inoffensive. Oui, c'est le truc que tu mets en fond pendant que tu fais autre chose, et voilà. Sinon, un autre retour d'une série qu'on a attendu à un moment. Et bon, on n'a pas de date encore, mais on a eu des petites images. Merci à Entertainment Weekly de les avoir révélées. C'est les premières annonces de Gotham Captain Crusader, de la série animée de Ed Brubaker, puisqu'effectivement c'est Ed Brubaker qui est à l'écriture, qui va sortir sur HBO. Non, c'était une production HBO Max qui s'est passée sur Prime, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Hein, ouais. Pour l'instant, en tant que Max n'est pas établi en tant que marque mondiale. Non, mais je crois que même en mondial, ce sera oui, pas mais si tu me laissais finir avant de me couper la parole, mon sagouin. En fait, c'est que tant que Max n'est pas établi en tant que marque mondiale, en fait, ils ont dispatché plein de licences qui auraient dû être à HBO Max sur pas mal de services, dont notamment Prime Video et Netflix qui va choper quelques trucs. Oui, mais c'est parce qu'en fait, ils voulaient plus la distribuer. Ils ont vendu la distribution parce que pour l'instant, Max, c'est pas rentable pour eux. Je crois qu'ils voulaient l'annuler et c'est Prime qui avait proposé de... Bah, en fait, ils l'avaient produite et ils avaient pas de distributeur. Parce que moi, j'avais lu qu'ils avaient annulé, c'est pour ça. Non, ils ont pas annulé. En tout cas, les images sont très cool.
Comme on l'avait promis, apparemment, c'est donc une espèce de Batman la série animée, mais dans un esprit plus années 50. Ouais, bah moi, pourquoi pas, ça a l'air cool, ça me vend. Moi, j'aimais beaucoup la série animée, ces petites images me donnent envie de découvrir. En plus, il y a la Catwoman, mais version plus Batman 66, enfin la Catwoman originale, ouais, du Golden Age. Comics. Ouais. Donc ouais, ça. Est-ce que tu regarderas Spades? J'ai pas regardé la version des années 90, c'est pas pour regarder celle-là, quoi. Donc. D'accord. J'ai rien contre la série en elle-même, mais ça m'intéresse pas, quoi. Faye. Oui, c'était quoi la question? Est-ce que tu vas regarder Batman The Captain? Je vais être obligé parce que tu vas me le mettre en fond comme un gros excité, donc bon. Voilà. Comme un gros excité. C'est comme ça qu'elle quand c'est Batman. Et tu m'en as mis sur le. Ah bah j'ai tapé sur Serkis. Voilà. Enfin Serkis. Chacun son tour. Chacun ses obsessions, chacun ses passions. Donc moi je reconnais que je suis totalement soumise à Tolkien et compagnie. Et je reconnais d'être soumis à Gotham et à Batman. XP, ça te parle ou pas du tout? Bah si ça passe sur Prime, peut-être que je regarderai. D'accord. Autre chose qui va passer, mais pas sur Prime, sur HBO Max, bah là HBO Max complètement, c'est House of the Dragon, le Trône de Fer saison 2, dont on a eu cet après-midi un petit trailer, et moi ça m'a rappelé pourquoi j'avais complètement oublié ce qui se passait dans la saison 1. Donc falloir peut-être que je me mette un petit recap de ce qui s'y passe. Ça a l'air d'être tout aussi violent et tout aussi plein de drama. Faye, elle n'avait pas trop aimé la première saison. Je suis pas allée au bout parce que ça m'avait un peu saoulé. Je trouve que c'est tout le temps pareil. Enfin, déjà Game of Thrones, ça m'avait un peu. Ouais, bon, en même temps la fin était tellement. J'attends en plus le bouquin, mais je sais pas si on l'aura un jour. On croise les doigts. Voilà. Bon, après, si je tombe dessus, je regarderai avec vous. Peut-être on en parlera dans. Ouais. Dans Geekassa, je sais que Sophie, elle aime bien aussi. Donc, moi, je ferai la voix du mal et puis voilà. Parce que je rappelle qu'on avait fait des récaps de la saison en entier sur la fin et tout, c'était cool. Donc, de quoi sur Game of Thrones? Ouais, sur Game of Thrones. Ouais. Donc peut-être qu'on le refera, on verra si Sophie est tentée. Spade, est-ce que tu l'as vu le trailer? Game of Thrones. Donc ça. Voilà. C'est dit. XP. Je n'ai pas vu le trailer, mais j'ai bien aimé la première saison. J'ai préféré justement la deuxième partie où on voyait justement Oui, quand ils sont adultes, ouais. Parce que justement, on voyait la maladie du roi, comment ça l'affaiblissait, et le comédien qui joue le roi est vraiment extraordinaire, et à la fin de la saison, on sent que les efforts qu'il faisait pour essayer d'unir un peu ses enfants, sa famille recomposée. Ouais, c'est fini. C'est un peu mort, même complètement mort, et que après son décès, la guerre va éclater, quoi. Et là, effectivement, c'est la guerre. Hein. C'est vraiment la guerre. On le voit dans le trailer. Ça va exploser de partout. Moi, je jetterai un coup d'œil et peut-être qu'on en parlera dans l'émission. Voilà. On va passer à la review. Donc, comme je vous disais, dans l'actu pop, on essaie à chaque fois de vous faire une petite review. Et cette semaine, on a eu la chance de voir La Planète des Singes, le nouveau royaume de West Ball. Et Faye, elle voulait vous en parler un tout petit peu. Vas-y, Faye, je t'en prie. Tout à fait, mon cher James. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film fait suite à la trilogie, donc dont le dernier opus était Suprématie. Les deux derniers opus avaient été réalisés justement par Matt Reeves. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin donc de Suprématie, Matt Reeves avait dit oui, j'ai du matériel pour faire d'autres suites. Il avait déjà prévu de continuer l'histoire des singes, mais malheureusement, entre-temps, la Fox avait été rachetée par Disney, et donc la saga, elle était un petit peu retombée dans l'oubli, en mode pause. Et à peu près, je crois, en 2000.
attendez, j'ai la date. Je crois que c'est vers 2019-2020. Finalement, le directeur de Disney, Monsieur Iger, dit tiens, on va refaire les singes, on va faire la suite. Et il commence à lancer donc un projet de suite. Et cette fois-ci, c'est pas Matt Reeves qui s'y colle, c'est un nouveau réalisateur dont j'ai déjà oublié. C'est Wes Ball. Voilà, Wes Ball, qui est connu pour avoir fait la trilogie du Labyrinthe, donc qui est l'adaptation d'une saga young adulte, voilà, qui se passe dans un monde où c'est pas terrible. Voilà, c'est pas fifou. Voilà, le premier tome très bien, après c'est pas fifou. Mais tous les films ils sont pas terribles. Le premier film est sympa, après c'est pas fifou comme les livres. J'ai envie de dire, au moins c'est logique. Bref, en tout cas, il se lance dedans. Alors au départ, il avait un peu hésité parce que il avait peur d'être dans l'ombre de la saga originale qui avait débuté en 69 justement avec le film avec Charlton Heston. Mais bon, il se dit, bon allez, j'y vais, mais je vais faire que ça se passe 300 ans après et que je puisse faire autre chose, raconter ce que j'ai envie de raconter. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et dans ce film, au scénario, il est accompagné de Josh Friedman, qui est connu pour avoir écrit des scénarios sur la série Sarah Connor Chronicle. Il avait fait aussi Terminator Fate, je crois que c'était le dernier. Il a aussi travaillé sur Avatar 2. Donc voilà, écoutez, des choses sympathiques. Il avait fait aussi le scénario d'une série que j'aime beaucoup, c'est Emerald City, qui était une réinterprétation du Magicien d'Oz. Ah oui, c'est vrai. Qui était super cool, qui a été annulé trop tôt, comme d'hab. Enfin bref, au niveau des acteurs, alors attendez, je vais vous lire ça. Donc ils ont un casting quand même qui est composé de gens qui sont pas non plus des grosses têtes d'affiche. Dans le rôle principal, le singe Noah, on a Owen Teague, qu'on avait pu voir dans ça, où il jouait un des méchants qui embêtent les petits là, dans la partie 1. Je me rappelle plus le nom du perso, il jouait un des fous. On a Freya Allan qui joue le personnage de May, qu'on a pu voir dans la série. C'est quoi, c'est Watcher, le truc jeu vidéo. Je me trompe pas parce que je suis pas. Witcher. Complètement. Hein. Et dans le rôle de Proximus César, donc l'antagoniste singe, c'est Kevin Durand, qui est un Canadien que vous avez pu voir dans des tonnes et tonnes de séries télé et de films. Il fait souvent des rôles de connard, faut le dire. Il a la tête à l'emploi. Vraiment, il a une tête de méchant, alors qu'il paraît qu'il est sympa. Comme quoi, souvent. Bref. En tout cas, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Donc, on est 300 ans après les événements de suprématie et on va suivre Noah qui fait partie d'une tribu de singes qui élève des aigles, des oiseaux, qui vivent en communion avec la nature. Et son village va se faire attaquer par une autre tribu de singes. Et pour pouvoir sauver sa tribu qui a été prise en otage, il part en voyage, en quête. Et sur son chemin, il va rencontrer un orang-outan qui est quelqu'un qui est dans une espèce de groupuscule qui s'occupe en gros de préserver l'héritage de César. Et il va tomber sur une humaine qui s'appelle May, qui a elle aussi quelque chose à faire. Je ne veux pas en dire trop. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu dans une interview que une des inspirations du réalisateur pour le film, c'était le film de Mel Gibson, Apocalypto, qui racontait un peu, pareil, une tribu de... Bref, une tribu de... Je sais plus, c'était Maya. C'est quoi, c'était XP, c'était quoi? C'était Maya, Inca, je sais plus. Je crois que c'était des Mayas. Des Mayas, ouais, voilà. Bon, bref, qui se faisaient attaquer et des luttes de machin. Enfin, c'est un peu pareil. Donc, ce que j'ai aimé, moi, dans ce film, c'est que j'ai trouvé que c'était un film qui était assez intéressant dans son propos. Encore une fois, La planète des singes, il faut le dire, c'est une saga qui parle beaucoup en fait de la société dans laquelle elle a été produite. À l'époque justement du premier film, ça parlait beaucoup justement des problèmes raciaux qui pouvaient exister aux États-Unis. Il y avait tout un rapport avec le macartisme aussi. Et là, dans ce film-là, on retrouve quelque part aussi un film qui va parler de l'histoire des États-Unis avec le rapport des natifs américains avec l'arrivée des conquistadors qui vont être représentés là ici par les deux tribus de singes, une qui va être vachement à l'écoute de la nature et l'autre qui va être plus dans la recherche de modernité, l'utilisation d'armes d'armes humaines en quelque sorte. Donc il y a ce rapport-là de force qui va être mis en avant. Alors attendez, hop, je regarde juste mes notes, excusez-moi.
là. Excuse-moi, voilà. Et puis il y a aussi il y a ce discours-là où on montre un peu l'évolution, et il y a dans le film, il y a beaucoup ce terme d'écho qui revient, et je trouve que ça résume parfaitement cette planète des singes, c'est-à-dire que on a un écho de l'histoire des États-Unis qui montre que finalement, même si ces échos sont toujours présents parmi nous, et ben quelque part on les oublie et on se retrouve toujours dans une même situation de violence qui se répète ainsi de suite. On a également un rapport sur la communication, c'est-à-dire que tout le film parle du fait que les gens ne peuvent pas communiquer entre eux. Ça va être les singes qui peuvent pas communiquer entre eux, les singes et les humains qui peuvent pas communiquer entre eux, parce que chacun est prisonnier dans sa bulle de préjugés et de savoirs différents, et aucun des deux n'arrive à être à l'écoute de l'autre pour pouvoir vivre ensemble. Il y avait déjà cette question du vivre ensemble dans les films précédents, et là on voit un peu les conséquences de ce qu'avait initialisé César. Autre point aussi intéressant, c'est la notion du savoir et de l'héritage. On voit comment celui-ci est transmis de façon orale, et on voit en fait comment cette oralité du savoir fait que celui-ci va être déformé, et que certains vont partir dans un certain extrémisme et une interprétation propre qui va quelque part aussi fausser le jugement et être un des facteurs aussi de violence dans le film. Donc il y a tout ça qui est développé, et c'est intéressant parce que quand on le met en perspective avec ce qu'on a eu aux États-Unis, avec les fake news, avec de nouveau les problèmes sociaux, les différences entre les riches, les pauvres, entre les origines des différentes personnes qui peuplent les États-Unis. On retrouve toutes ces problématiques-là dans cette planète des singes, et je trouve que le film est plutôt intelligent. Dans sa mise en scène, on va avoir encore une fois aussi cette notion d'écho, avec certaines scènes qui vont faire écho au premier film. Je pense notamment à la scène de chasse, où ça fait totalement écho au premier film. On va avoir des échos aussi dans la musique, où on va avoir des petites reprises des thèmes du premier film. On a des échos dans quelques petits dans des noms de persos, des objets qu'on va voir, des choses comme ça, mais c'est toujours des petits trucs, c'est pas genre tiens on refait pareil, c'est juste l'histoire se répète parce que c'est comme ça, parce que l'humanité, l'humain en lui-même et le singe finalement descend aussi de l'humain, donc on a un peu la même nature de base, où on a tendance à être violent, on a tendance aussi à vouloir dominer l'autre plutôt que d'essayer de le comprendre et de trouver un moyen de coexister. Enfin, ça pose toutes ces questions-là, et je l'ai trouvé très intéressant. Le film aussi, parfois, c'est vrai, j'ai vu des gens qui le comparaient à Fury Road, tu sais, James, ce fameux thriller dont on a parlé dans l'émission, si vous avez suivi, vous comprenez. Mais je suis assez d'accord, c'est-à-dire que quelque part, qu'on retrouve un petit côté Fury Road, c'est pas étonnant, parce que dans le personnage de Proximus César, on voit que c'est quelqu'un déjà qui utilise beaucoup l'Antiquité dans sa façon d'interagir avec les singes. Il va leur parler comme s'il était, tu vois, en haut d'une... oh là là, comment ça s'appelle, où tu as les jeux du cirque, enfin, tu vois, l'arène, quoi, en haut d'une arène. Il va se positionner en matière de dieu. Et il y a plein de fois où il est filmé, où ça me rappelle notamment, par exemple, dans Fury Road, le personnage d'Immortan Joe qui se place au-dessus des autres, et qui va leur parler en domination, comme s'il était le dieu, comme s'il était le seul à pouvoir leur donner ce dont il a besoin. Donc c'est vrai que dans la scène de discours, dans la façon dont le réalisateur pose la caméra, il y a vraiment quand même une grosse référence à la façon dont George Miller mettait cette thématique de l'espèce de dieu au-dessus de tout. Ça se retrouve aussi, mais c'est pas non plus tout le film. J'ai vu des gens qui disaient que c'était genre que le film était une repompée de Fury Road. Il y a une scène où vraiment tu y penses. Après, il y a tellement de choses à côté que non, je suis pas d'accord. Donc il y a tout ça qui est intéressant. Il y a quand même aussi un film qui oublie pas d'être spectaculaire, avec des chouettes scènes d'action entre les singes. C'est aussi un film qui fait passer beaucoup d'émotions, comme justement la trilogie précédente, où Andy Serkis faisait passer beaucoup de choses par le regard, par la gestuelle. Et bien là, on retrouve un peu cet héritage-là. J'aime bien le fait justement que les singes continuent à utiliser le langage des signes aussi pour se parler, et souvent le langage des signes va être un peu une façon de montrer leur si tu veux leur psyché intérieur, c'est-à-dire que par la parole, ils vont communiquer des trucs simples, genre tiens, on va faire tel plan, tel machin, mais quand ça va être des choses très intimes, ça va se faire par le regard,
et par le langage des signes. Et je trouve que ça apporte un côté intimiste qui est plutôt intéressant dans un blockbuster. Et voilà, moi, ça m'a fait du bien. C'était une bonne surprise. Je suis désolée, peut-être j'ai pas été hyper claire parce que je me perdais dans mes notes, mais voilà, le film m'a touchée plein de fois et je suis assez curieuse de voir la suite. Et je vais laisser la parole à XP parce que je sais qu'il a beaucoup aimé aussi le film. Ouais, Vas-y. merci. Ouais, j'ai beaucoup aimé le film. Moi, c'est vraiment moi ce qui m'a marqué, c'est l'immersion dans cet univers de la planète des singes, parce que c'est pour la première fois, j'adore tous les films, mais c'était assez dans la pentalogie d'origine. Dans le premier film, on voyait qu'un seul village, c'était c'est un univers assez petit. Et là, on a des grands espaces qui sont complètement avec la forêt, avec des immeubles qui sont recouverts de végétation. On voit aussi différentes tribus de singes qui sont alors le héros Noah, lui, il fait partie d'une tribu qui élève des aigles, hein, c'est la tribu des aigles. Et qu'est-ce que je veux dire, et le récit, en fait, enfin c'est Wes Ball l'a confirmé, hein, il a repris en fait les éléments du voyage du héros de Campbell. Et c'est vrai qu'on peut, en voyant le film, on peut aussi penser à la façon dont est structuré le premier Star Wars d'origine, puisque c'est à peu près ça aussi. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est vraiment c'est le voyage initiatique de ce petit singe qui a pas foi en lui. Quand il rencontre l'orang-outan, il découvre un autre univers. Il découvre que les anciens de son village, ils racontaient pas la même chose que la vraie histoire que connaissait l'orang-outan. Et ce qui est bien aussi, c'est j'ai l'impression il y a aussi un point de vue d'ethnologue dans ce film-là, et aussi de sémiologue, au sens où tous les singes, suivant leur tribu, n'ont pas les mêmes termes, les mêmes mots pour désigner la même chose. Tu parlais d'écho fait pour la tribu des aigles et les échos. Le terme écho désigne les humains, et pour les autres singes, ça désigne, ils désignent les humains sous le terme d'humain. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? C'est aussi un perso qui cherche sa place. Enfin, celui à cette question Oui. qui revient dans le film, où on dit voilà, il faut que tu trouves ta place dans le monde maintenant, il faut que tu vives avec ton époque et pas avec le passé. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et en même temps aussi, tu as ce truc où le héros part quelque part à la recherche de ses origines, parce qu'en redécouvrant l'histoire de César, ça lui permet aussi de comprendre d'où viennent les singes, comment ils sont retrouvés dans cette situation-là, et ça lui permet aussi quelque part d'apprendre à se connaître et de mieux comprendre, voilà, en comprenant mieux son histoire. C'est ça qui va l'aider finalement à mieux comprendre son père, à mieux comprendre quelle est sa place et à prendre le rôle qu'il a choisi de prendre. Et il va le faire à sa façon, c'est-à-dire que il va prendre ce rôle en utilisant le savoir qu'il va acquérir tout au long de cette aventure, et qui lui a permis de découvrir quelles étaient ses forces, quelles étaient ses faiblesses, quel était son but. Et c'est ça qui est intéressant. Et on a un peu pareil du côté du perso de l'humaine, où elle aussi, elle a une mission, elle a un rôle, mais en même temps, elle va découvrir des choses qui fait qu'elle va se poser des questions. Et à la fin, bon, je vais pas dire ce qui se passe, mais en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant dans le film, dans ce rapport, en disant est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans l'autre? Et il y a ce côté un peu de foi quelque part qui va pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir foi dans l'autre, ou est-ce que finalement l'humain est tellement prisonnier des codes de sa société que c'est impossible d'avoir foi en ce qui ne fait pas partie de notre perspective. Enfin, il y a beaucoup de choses vraiment très intelligentes dans le film, encore une fois. Mmh. Un des thèmes d'ailleurs, c'est l'héritage, hein. C'est parce que Noah, le héros qu'on suit, c'est le fils du chef. C'est le chef qui élève l'aigle
entre guillemets royal de la tribu, et il se trouve que comme dans le récit initiatique de Campbell, son père meurt. Donc le but, ça va être d'accepter, de comprendre l'héritage de son père, comme tu as dit, de comprendre aussi l'héritage, le vrai héritage de César, qui voulait unifier, enfin qui voulait que les hommes et les singes vivent en harmonie. Et aussi, bon, on a Proximus, c'est bien parce qu'aussi on a différentes espèces de singes. Et justement, sur le Discord, j'avais posté une émission qui s'appelle Le Talk. C'est une émission de France Info où il y avait Nicolas Allard qui a écrit un essai sur la planète des singes, qui était avec deux autres experts en littérature qui débattaient. Et Nicolas Allard disait que le singe qui d'un point de vue génétique, qui se rapprochait le plus de l'homme, c'était le bonobo. Et il disait, or, il se trouve que l'antagoniste, Proximus, est joué par un bonobo. Donc, le fait que l'antagoniste soit le singe qui se rapproche génétiquement le plus de l'homme, peut-être que ça fait sens. Ouais. C'est pas bête comme idée. Et il y a aussi, je pense pas que ça soit du spoil, mais aussi la façon dont Noah rencontre dans l'orang-outan aussi, je la trouve très bien, très bien écrite, parce que Noah, il fait partie du peuple des aigles. Donc au début, on le voit avec ses amis, il doit escalader pour aller chercher des œufs d'aigle pour les ramener dans sa tribu, parce que sa tribu élève les aigles et les vénère, enfin, il les éduque un peu comme des animaux domestiques pour aller pêcher à leur place. Et donc, il y a toujours cette symbolique d'ascension, et on voit quand il grimpe tout seul, il chute toujours. Et d'ailleurs, quand il rencontre l'orang-outan, il chute, et l'orang-outan dit, un singe qui tombe du ciel, c'est pas courant. Et comme c'est un singe du peuple des aigles, ça fait sens. Mais c'est aussi, il y a tout un rapport avec le passage à l'âge adulte, c'est-à-dire tout le rite qu'il fait. Ça m'a rappelé, alors je suis désolée, ça m'a rappelé un épisode de Doctor Who où il y avait ce truc aussi, où tu avais Matthew qui voulait devenir adulte et les Cheyennes lui faisaient passer un rite, et le rite qui passait, ça m'a rappelé ce qu'on voit dans le film. Et c'est pareil, c'est un personnage qui est enfantin un peu au début, qui aimerait être reconnu par son père, et qui au fur et à mesure du film va devenir un adulte jusqu'à endosser et devenir le père, tu vois. Le père devient le fils devient le père, en quelque sorte. Ouais, c'est comme dans Superman de Richard Donner, le fils sera le père sera le fils. Ouais, exactement. Et puis, c'est bien ce que tu as dit sur les rapports entre Noah et puis la jeune humaine. Ouais. Mais qui sont assez... t'as l'impression que c'est... je vais reprendre une de ces expressions, James, t'as l'impression que c'est les deux faces d'une même pièce, un peu. C'est un peu ça. Quoi. Ah, mais c'est intéressant. Ouais. Et c'est bien parce que il y a la planète des singes, il y a toujours eu comme tu l'as dit, hein, il y a toujours eu les questions raciales, et on voit ça aussi dans le film par des petits bouts, par des phrases, quand l'orang-outan et Noah disent ça pue l'humain, il y a aussi des relents de racisme. Et aussi dans l'émission le Talk que j'ai écouté avec Nicolas Allard et les deux autres invités, ils remarquaient aussi que c'était assez fascinant que ce film-là sorte en même temps que Dune 2, parce que il traite il disait un petit peu des mêmes thèmes, c'est-à-dire que il faut se méfier des figures messianiques. Qui s'arroge, enfin et là c'est tout à fait dans l'esprit d'Herbert, qui disait que
le plus mauvais président, c'était Kennedy, parce que les gens l'auraient suivi, il aurait fait n'importe quoi, il aurait suivi. Et pour lui, le meilleur président, c'était Nixon, parce que Nixon, le peuple le suivait pas, quoi. Tu veux dire quelque chose, James? Moi, j'ai été étonné parce que vraiment, vu que j'avais pas du tout aimé les Maze Runner, les labyrinthes de Wes Ball, j'avais très très peur de détester le film. Après, il avait juste réalisé. Hein. Après, la réalisation, elle n'était pas non plus bref. cata. Hein. Je m'attendais à détester le film et j'ai trouvé le film vraiment très cool. Je trouve que ça prouve à quel point la planète des singes, en fait, c'est un terrain sur lequel tu peux t'amuser, faire plein de trucs et parler de trucs tellement différents et tellement. Ok, il y a des thématiques, il y a des échos, comme tu disais, à la première trilogie et à toute la série qui revient, mais je pense que ça parle. Et même aux comics. Hein. Ah oui, totalement. Il y a des références à Terror qui a été écrit par Doug Munch en 75 aussi, et à la série télé aussi. Hein. Ouais. Mais en tout cas, vraiment, je trouve que c'est un très très chouette film et je suis très content que ça. Enfin, j'espère que ça va bien marcher et que ça pourra relancer. Apparemment, les chiffres étaient pas trop mal, il me semble. Hein. Ouais. Ah, ça a cartonné. Hein. Ouais. Et j'espère que ça relancera un peu cette franchise qui était un peu en désuétude. Non, puis qu'on laisse faire. Qu'on laisse faire les personnes qui sont impliquées dessus et qu'on n'intervienne pas. Quoi. Ouais. Parce que ça fait du bien d'avoir un peu autre chose que les recettes vues 36 000 fois. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien dans ce cinéma actuel d'avoir un truc un peu qui change comme ça. Je trouve que le film est vraiment chouette et je pousse tout le monde à aller le voir. Il faut que j'écoute on a une grosse pensée pour le Dr Zaius. Ouais. Je rêverais d'en parler avec lui parce que je suis sûr qu'on s'éclate. Ah, moi aussi. Ouais. Faut qu'on s'organise ça. Mais il va sortir. Vas-y. Il va sortir. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il devrait sortir normalement une émission avec Mini Zaius sur le Nouveau Royaume. Ah, trop bien. Et là, il a fait un avis à chaud. Alors, j'ai commencé à écouter, mais j'ai mis sur pause parce que je voulais attendre qu'on ait fait notre partie pour écouter. Mais ça commençait déjà très très bien. Mais je pense qu'on va acheter les comics qui sont sortis parce que les nouveaux, il faut que je me les achète. Ils sont sortis chez Panini, donc peut-être qu'on essaiera de s'organiser ça pour parler des comics et puis on pourra. Mais il y a plein de comics super bien autour de. Ça me permettre de parler un peu plus du film. Et puis si XP, tu veux venir en discuter avec nous, tu es le bienvenu. Et même Spades, même si tu détestes, enfin, tu l'as pas vu et t'as pas envie de voir les nouvelles itérations. Ah non, j'ai juste testé la moitié du premier, c'est tout. C'est tout ce que j'ai vu. Je connais pas du tout le reste et ça ne m'intéresse pas. Et en comics, est-ce que tu aurais Rien à foutre, okay. Vraiment. C'est pour moi la planète des singes, ça se limite à ce qui s'est fait avant, tout le reste autour, plus rien à foutre, quoi. C'est vraiment, j'ai envie de voir du neuf, j'ai pas envie de me retaper les mêmes. Et du comics avant, est-ce que t'as jeté un coup d'œil à ce qui était fait dans les années 60, comme parlait XP, enfin 70 plutôt, Doug Munch. 75, ouais. J'avais lu ça à l'époque, puis franchement, ça m'intéresse pas. Franchement, la planète des singes, pour moi, c'est une franchise qui est morte et enterrée. Et vraiment, j'ai aucun intérêt pour elle. D'accord. Et vraiment le premier film de cette nouvelle trilogie, j'ai pas tenu jusqu'à la moitié. J'ai détesté tout ce que j'ai vu, quoi. Donc j'ai même pas assisté. Il en faut pour tous les goûts. Est-ce qu'on aurait fait le tour? Peut-être qu'on fera un truc dédié. On verra. Parce que là, on verra ce qu'on fait. On va passer à la dernière rubrique. Et on va en profiter pour faire un peu de promotion pour l'article de Faye. Puisqu'effectivement, elle a eu la chance de voir When Evil Lurks. Pour Sueur Froide, et j'ai écrit un article qui a été publié aujourd'hui d'ailleurs. Ça tombe bien, pile pour la sortie du film. Donc voilà, moi pour être sincère, j'ai même pas regardé le trailer. Justement, je vous parlais de
film autour de la possession qui est intéressant, bah, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film-là. C'est un film argentin. Et ce qui m'a plu, c'est que justement, ça utilise la possession pour parler en fait de ces petits villages agricoles qu'il y a en Argentine où en fait qui sont totalement délaissés par le gouvernement. Et ça a été un des facteurs pour le réalisateur pour partir sur cette histoire-là. Il voulait vraiment un peu dénoncer ce côté où vraiment bah, les gens sont en gros en pleine dépression. Ils ont vraiment du mal à, bah, un peu comme en France, hein, ils ont un peu du mal voilà, à gérer les choses. Ils sont totalement abandonnés. Et c'est cette idée-là qui a lancé ça. Et donc le film, on suit deux frères qui vont vouloir aider une de leurs voisines qui a une personne de sa famille qui est malade, et en fait ils vont s'apercevoir que c'est qu'elle est pas malade, qu'elle est possédée, et il va se passer un enchaînement d'événements qui fait que ça va partir grave en sucette. Voilà, je vous en dis pas plus, mais j'ai beaucoup aimé ça. Et en plus de ce côté-là, il y a tout un aspect. Alors moi, j'adore tout ce qui est psychologique, vous le savez, et vraiment aussi la possession sert à montrer justement cet état de dépression et le fait qu'ils sont totalement désespérés, ces pauvres gens, et à quel point ça les rend suicidaires, ça les rend dangereux, ça les rend violents, et à quel point aussi ils perdent foi, parce que c'est vrai que dans ce pays-là, la religion est hyper importante, et dans le film, tu as un rapport à la religion qui est excellent. D'ailleurs, tout ce qui est exorcisme, ça va pas passer par le fait de dire tiens, vas-y, je te balance de l'eau bénite. Non, non, ça va être par la compréhension de son mal et le fait de regarder en face ce qui te ronge et de l'affronter pour pouvoir trouver une solution. Donc il y a toutes ces thématiques-là, et je trouve ça super cool. La réalisation, elle est plutôt pas mal aussi. C'est assez sobre. Alors, on a quelques jumpscares qui parfois sont un petit peu dérangeants, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a une caméra qui va devenir très viscérale, très brute, très en mouvement dès qu'on va être dans les scènes de possession ou dans les scènes où les esprits vont être fait un agités. article dessus, tu fais pas. Mais c'était pour donner un avis. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le film. Voilà. Et donc c'est dispo en SVOD et c'est aussi dispo. C'est dispo au cinéma. D'ailleurs, je sais qu'à Montpellier, au multiplex, il va y avoir pas mal de séances. Et sur, je crois que c'est Shadows qui le coproduit. D'accord. Ou qui le distribue. Mais en tout cas, vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux la liste des cinémas qui le diffusent. Et je vous invite à lire mon article. J'ai essayé de ne pas trop spoiler dedans. Donc je pense que vous. Je vous ai mis l'article en lien là. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous le voulez. Donc je peux en profiter pour recommander. Enfin, j'ai pas vu When Evil Lurk, mais par contre, j'aime beaucoup moi le cinéma argentin. Et moi, j'ai découvert le cinéma argentin grâce à Ricardo Darín, qui est un très grand acteur argentin. D'ailleurs, si vous voulez voir des bons films argentins, vous regardez la filmographie de Ricardo Darín, vous allez vous régaler. Et moi, j'ai découvert avec un film qui s'appelle Dans ses yeux, où il joue un procureur. Il me semble que c'est un procureur qui va bientôt partir à la retraite. Et en fait, il a été hanté au début de sa carrière par une institutrice qui a été tuée, et ses yeux l'ont hanté. Il va mener l'enquête pour essayer de trouver qui l'a tué alors qu'il est aux portes de la retraite. Je recommande aussi le film 40 Shows. Alors 40 Shows, c'est aussi un film argentin qui montre, qui est très très social aussi. Alors là, c'est encore avec Ricardo Darín, et il joue le rôle d'un assureur en fait. Et puis comme il y a énormément de pauvreté en Argentine, avec la complicité des Argentins, des habitants, quoi, il détourne un peu le système des assurances, parce qu'en fait, les personnes qui ont besoin de nourrir leur famille, la façon dont ils ont trouvé la solution, c'est d'avoir un accident de voiture volontaire pour toucher l'argent de l'assurance. Et c'est un film très 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 fort. Et aussi, si vous voulez rigoler et puis voir un film un peu horrifique avec de l'humour noir, je vous conseille aussi les Nouveaux Sauvages. C'est un film à sketch.
et dont un des segments, c'est avec Ricardo Darín aussi, qui joue le rôle d'un personnage qui s'appelle Bombita, qui désamorce des bombes. Et le dernier segment, c'est sur un mariage. Alors là, ça part totalement en apothéose, quoi. Mais franchement, si vous voyez Ricardo Darín, foncez et regardez ces films. Hein. Vous allez vous régaler et puis vous allez découvrir un cinéma différent aussi. C'est bien aussi ça. Eh ben, merci beaucoup, XP, pour toutes ces recommandations. Et effectivement, ça donne envie. Donc, dans les sorties de cette semaine, moi j'ai sélectionné 3 films. Il y en a un qui va être, je sais que sur Montpellier, ça va être compliqué de le voir puisqu'il n'est pas distribué. On va commencer par celui-là d'ailleurs. Ça s'appelle La morsure de Romain Saint-Blanca. C'est marrant, le trailer, il a un petit côté vieux film. Au début, je me suis dit, c'est une ressortie d'un truc qui a été tourné dans les années 70 ou tout. Et non, c'est juste l'esthétique qui est donnée au film. Ça a l'air sympa. C'est une fille qui a eu une espèce de prémonition et qui pense que c'est sa dernière nuit, qu'elle va mourir. Donc elle décide de partir. Je crois qu'elle est dans un pensionnat pour filles. Donc elle va s'enfuir de son pensionnat pour essayer de vivre une dernière nuit. Et ça a l'air de partir dans un esprit un peu horrifique. C'est un film français et ça a l'air plutôt sympa. Je crois que ça n'a pas trop donné envie à Faye qui a vu le trailer. J'ai déjà vu le coup de je crois que je vais mourir. J'ai pas trouvé ça passionnant. Puis moi j'ai un problème. Le film de vampire. Voilà. Oui, ça sent le film de vampire. Tu vois, je me suis dit, le nom, ça devrait m'intéresser, mais je sais pas, quand j'ai entendu les gens parler, ça m'a pas donné envie. En fait. Je trouve que ça parle faux. En vrai, je l'ai choisi parce que je pensais qu'il y aurait Sophie. Et je me disais, tiens, ça pourrait peut-être plaire à Sophie. Après, si je tombe dessus, je trouve le trailer très beau, mais ouais, ça donne pas envie, quoi. Est-ce que tu en avais entendu parler, XP? Non. Ben voilà. Et toi qui es sur Paris, peut-être que tu pourras le voir plus facilement. Voilà. Sinon, dans les sorties, un truc encore, on va rester sur du français avec Rokia de Saïd Belkitidia, j'espère que je le prononce bien. Apparemment, je t'assure que non. Ouais, bon, vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, mais moi j'essaye pas, comme ça c'est le problème. Alors te moque pas des gens qui essaient. Mon Dieu. Donc, c'était un premier film et encore on part sur de l'horreur. C'est une femme apparemment je sais pas si elle est elle a l'air guérisseuse, peut-être. Guérisseuse, chamane, ouais, je dirais pas chamane, mais elle fait des je sais pas si c'est d'exorcisme, enfin elle travaille avec de la magie et ça va un peu se retourner contre elle. J'avoue que le trailer m'a interrogé, ça m'a donné envie. Ouais. Il y a l'air d'avoir une thématique autour de la sorcellerie, il y a l'air d'avoir quelque chose d'intéressant. Après, ça peut être très bien, comme parce qu'il y a ça peut... certains moments où je me suis dit oula, ça a pas l'air bien, puis d'autres moments je me dis ça a l'air intéressant. Donc je suis assez Après, intriguée. Peut-être que le trailer est mal monté. Non mais j'avoue, je suis assez intriguée. Moi, ça m'a rendu curieux en tout cas. Parce que c'est bien je sais pas si ça passera chez nous celui-là. Ouais, celui-là il est dispo, je crois. Il faut trouver un créneau où on est sûr de pas avoir des gens qui mettent. Ouais, mais je crois qu'il est dispo qu'à la Comédie. Il faut trouver un créneau où on soit tranquille. Ouais. Mais moi, j'étais curieux et en plus en cinéma français, on n'a pas trop de films dans ce genre un peu horrifique. Hein? Ouais, non, mais je veux dire. Au cinéma. Oui, au cinéma, oui. Donc, il faut donner un peu leur chance à... Non, mais souvent, il y a de très bonnes choses. Hein. Ouais. Qui d'autre a jeté un coup d'œil au trailer qui est Spades? Qu'est-ce que tu en as pensé? Il va dire qu'ils sont J'ai rien compris au trailer. J'ai rien compris. Ça part dans tous les sens. C'est comme vous dites, ça a l'air de présenter une sorte de guérisseuse et compagnie. Ça part en track. Ouais, il y a Jérémy Ferrari qui apparaît à un moment donné, j'ai pas compris. Oui, c'est vrai qu'il y a Jérémy Ferrari. Ouais, il y a Jérémy Ferrari. Ouais, il a l'air de jouer un flic qui interroge la meuf. Mais vraiment, c'est le trailer. Ça a pas l'air. Je vais pas être négatif sur le film, ça a pas l'air si mal que ça. Mais ouais, c'est incompréhensible, quoi.
Donc voilà, bah, Mais moi, je pense un truc, les trailers, sérieux, mais arrêtez de les monter n'importe comment. Ouais. À la rigueur, montrez pas d'image, et faites un truc à la Hitchcock, expliquez, je sais pas, faites du mystère, j'en sais rien. Quoi. Non, C'est moi je suis compliqué de d'accord, c'est sur les trailers qui essaient de montrer des trucs pour donner envie. Mais il y a au minimum un sens, quoi. C'est surtout ça. Et le dernier film, en fait, je l'ai sélectionné. XP qui met des conneries dans le chat. Ouais, il les dit pas, il continue dans le dernier film, je l'ai sélectionné juste pour Faye, pour qu'elle puisse avoir un petit moment pour parler d'Au revoir à jamais. Merci. Non, mais j'aime. Alors, Rémi Harlin, il n'a pas fait que des bons films. Non, mais je sais pas. Je suis nostalgique. J'aime beaucoup L'île aux pirates. J'aime beaucoup Au revoir à jamais. Voilà, j'aime beaucoup son Freddy aussi. Donc là, c'est Les Intrus. Encore un film d'horreur. C'est très film d'horreur. Qui a fait aussi 58 minutes pour vivre. Voilà, j'aime bien. Ouais. C'est vrai qu'il a fait 58 minutes pour vivre. Bon, après, il est parti faire un moment des films en Chine, je crois. Il a fait Cliffhanger aussi. Oui, il a fait Cliffhanger que j'aime beaucoup. N'oublions pas Cliffhanger. Mais après, je te dis, il a une carrière, je crois, où il est parti en Chine. Est-ce que maintenant, il a perdu ses sensations ouais. Bah, le trailer donne pas trop. Non, mais le trailer, encore une fois, c'est le truc qui a été fait 10 000 fois. Ouais, c'est un film d'intrusion. Mais vraiment, si je le vois, c'est juste parce que c'est Rémi Harlin pour le plaisir. Là, je m'attends le trailer, il en montre trop, il est trop clair. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on voit un peu, on en voit beaucoup. Donc, ouais. Puis on dirait que genre, ouais, j'ai vu les films de Jordan Peele, alors je vais faire un best-of. C'est vrai qu'il y a c'est une suite, ce truc. J'aime bien les deux Strangers, ça se passe avant le premier. Ah, mais c'est une suite. C'est vraiment une suite de Stan. Ah merde. Un préquel. Ah merde. Je sais pas, j'ai pas vu. Parce que j'ai vu Stranger, c'était déjà pas fou. Et ça fait partie de cet univers-là. Ah merde. Ah, j'ai beaucoup aimé Stranger, moi. Ah ouais. Ah ouais. J'ai pas aimé. Merde. Bon bah pourquoi c'est pas, avec Stranger, c'est avec c'est qui jouait dans Le Seigneur des Anneaux là. Oui, avec Tyler. Mais c'est pas un remake d'un film français qui s'appelait justement Les Intrus aussi? Je sais pas. J'ai pas plus de news. Parce qu'il y a un film français qui s'appelle comme ça aussi. Et je crois que Stranger, c'est un remake. Peut-être. Enfin, en tout cas, c'est francophone. Des bêtises. Oui, je confirme, c'est bien en fait un préquel à une série de films que je savais même pas qu'il existait. Donc, Ah non, en plus, c'est une série de films. Oh, merde. Ouais. Moi, je suis resté alors, il y a The Strangers qui date de 2008, The Strangers Pre-Night qui date de 2018, The Strangers chapitre 1 qui est donc celui-là, The Strangers chapitre 2 qui sort en automne. Oh là là, putain, mais bon. Et le chapitre 3 qui sort en 2024. Donc, moi, on est déjà en 2024. Ouais, mais oui, tout se réalisé par Rémi Harlin. D'accord. Ah d'accord, bon bah Rémi Harlin, c'est fait plaisir, il ça fait sa petite petite trilogie en un an. Ouais. Je pense pas que je le verrai au ciné, mais je testerai quand même. Juste pour... on fera un retour. Est-ce qu'il y a un film que vous si on devait choisir un film? Allez voir One Evil XP. Ah, le film argentin, hein, sans les yeux fermés. Ah oui, non, mais c'est vraiment très très bien. C'est pas très pratique les yeux fermés pour le cinéma, mais. Space. Non. Rien du tout. Même le film argentin, ça te donne pas envie? Non, il y a rien qui me tente là. D'accord, ok. Un jour, j'aimerais que Space fasse sa sélection des trucs qu'il aime bien. Ouais, ça va pas durer longtemps. Non, mais comme ça, le public, il verrait que c'est un homme de cœur. Voilà. Et regarder des films argentins, Space, ça te... Ça me dérange pas plus que ça, mais là, franchement, le trailer, j'ai trouvé chiant, quoi. Donc, vraiment, ça va pas donner envie. D'accord. Donc, si vous n'êtes pas chiant, sachez que vous pouvez mettre un commentaire sympathique sur notre série. Vous pouvez dire qu'on est chiant tant que vous mettez 5 étoiles, nous ça. Oui, n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour reparler encore de toute l'actu pop de la semaine. Dans Comedy Discovery, on va parler d'un titre un peu dans l'esprit Mad Max, puisqu'on parle de... Ah, c'est un thriller alors. C'est un thriller, effectivement. Ouais. C'est un thriller qui sort chez
comics. Et puis, c'est quoi le titre? Kali. Ah, j'avais compris Kadi. Comme le chanteur. Moi, j'ai chanteur, compris mais avec un K. Attends, excuse-moi, j'ai compris caniche, moi. Kali. Un comics qui a du chien. Ouais. Le comics de niche. Ouais. Je dis c'est Kali comme Grey's Anatomy. Ouais, mais pas écrit pareil. Avec un K comme dans Mortal Kombat. D'accord. Kalima, sans tout des. Ah oui, c'est plus comme ça. C'est comme Paka. Mais comme Paka, le dessinateur, putain. Voilà. Bon, sur ce, on se laisse pendant que Spades By, ça veut vraiment dire qu'il va falloir. Pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pourrez trouver toutes nos productions sur jamesfay.fr. Donc n'hésitez pas à aller découvrir toutes nos émissions. Ouais. Si vous voulez découvrir le comics, vous avez Comics Discovery, vous avez Manga Icon pour découvrir le manga, vous avez BD Discovery pour découvrir le monde de la BD. Il y a des séries télé avec Geek en série, il y a du cinéma avec On a supprimé les rushs, il y a de la lecture et de l'écriture avec les livres de Minuit. On espère d'ailleurs que la suite arrivera bientôt. On vous tient au courant. Oui, la force à Spades. Et il y a Star Wars avec Retour vers les étoiles. Oui, aussi, d'ailleurs, il faut qu'on bosse la suite. Effectivement. Sur ce, on vous laisse. Merci de nous avoir regardés. Et puis, à la prochaine. Bye bye. Salut. Salut.